Alors, on va bientôt commencer l'émission. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Nivrae Elle n'est pas encore là ? Non. Non, normalement, elle est plutôt ponctuelle. Ouais, c'est même la première arrivée en général. Ah, attends. Un message ? Je peux pas venir ce soir, désolé les gars. Ok, bah elle vient pas. Putain, la chose. Petit empêchement, donc elle sera pas là. Ouais, c'est la galère, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, on annule. Non, on va pas annuler, c'est nul. Bon, on continue alors. On fait ça à 3. À 3, ouais, tranquille. Ouais. Bon, on va essayer. Allez. Ok, c'est parti. De toute façon, ce comic, c'était de la merde. Bouillard T'as essayé de le faire durer bien longtemps. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 109e épisode de Comics Outcast, le rendez-vous des curieux du comics. Bonne année! Oui, bonne année, effectivement. Il était oui, c'est vrai. Oui, on est dans le futur du passé du présent de 2019. Nous vous souhaitons, au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux, plein de réussite, une tonne de bons comics et surtout plein de bons films. Enfin, surtout, ça dépend ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus dur, hein ? Genre les bons comics ou les bons films ? Pour l'an prochain. Les bons je pense les bons films, parce que les bons comics, je pense avec tous les nouveaux auteurs et les séries qui sont en préparation, on devrait s'en sortir plutôt pas mal. Mais est-ce que finalement on fait ça tous les ans, mais est-ce que on le souhaite vraiment ou pas ça ? Que l'année soit meilleure ? Bah oui. Non, aux gens. Enfin, parce que finalement on s'en bat tous les couilles, ouais, non ? Mais non, au contraire. Non, d'accord. Non, c'est une vraie question. Enfin, je me demande toujours si les gens disent dans les émissions disent on vous souhaite des bons vœux, mais en fait tu dis ça comme une phrase de politesse. Tu souhaites pas vraiment à ce moment-là. Non, moi dans mon tu cœur. dis pas individuellement. Putain, je souhaite que les gens qui chacune m'écoutent et chacun des auditeurs. Si. d'accord. Je veux qu'on puisse nous dire si jamais on se croisait. Merci, grâce à ton vœu, j'ai passé une très bonne année. Non, ça c'est. Pense à toi, Nico. Et à toi, Stéphanie. C'est pas possible. Il sait pas que c'est le sien avec tous les vœux. Mais si, parce qu'ils l'entendent. Non, mais avec tous les vœux qu'il reçoit de tout le monde au début de l'année, il sait pas lequel est le bon. Bah, ça dépend de ce que j'ai souhaité. Je vous souhaite tout de bon. Voilà. Non, mais ça, j'ai gagné. C'est pas ça. Il reçoit tellement de personnes qui disent je te souhaite une bonne année que tu sais pas lequel était vraiment sincère et tu sais pas si lequel a fait en sorte qu'il a passé une bonne année. Là, je me pose franchement la question si je vais couper ça ou pas. Tu vois. Autour de la table, vous les avez entendus, Adrien et Zef, comment vous allez ? Lequel d'abord ? Oui, du coup. Adrien, vous, en fait, c'était pour un bruit collégial. C'est vrai que d'habitude, mais voilà, mais non, mais pose des questions précises. Merci. Et toi, Eric ? Zéphiriel, comment tu vas ? Tu m'as déjà demandé. Tu lis des trucs en ce moment ou est-ce que tu joues plutôt ? Oh merde, il m'a spoilé. Je lis un peu. J'ai lu Die il y a pas longtemps parce que Alex en avait parlé à la dernière émission et comme elle le disait, ça tue évidemment. Die de qui ? Parce que là, du coup, c'est un peu. Die, c'est un. Alors, je sais plus qui. J'ai pas regardé qui était l'auteur. Je sais même pas si c'est chez Marvel ou chez Image. J'ai un doute. Okay. Donc, si vous ne connaissez pas, recherchez Die. J'ai lu le truc, mais Die comme le D au singulier qui s'écrit D-I-E. D'accord. Comme Die, le verbe. D'accord. Et du coup, ça défonce, voilà. Et mais j'en parlerai sûrement un autre jour. Et sinon, non, effectivement, comme tu as dit, je joue beaucoup. Je fais beaucoup de jeux de plateau en ce moment. Donc, j'ai pas beaucoup lu. Mais je peux vous conseiller un très bon jeu de plateau qui s'appelle Détective, qui est chez Yellow, qui est environ pour 50 balles et qui est un vrai jeu d'enquête. C'est du hardcore gamer, mais c'est très bien. Voilà. Et j'en profite pour rappeler que toi et Alex, vous avez passé 24 jours à diffuser vos épisodes spéciaux autour du Défaussé. Ouais. C'est bon, t'es pas trop mort ? Non, ça va. C'était une belle expérience. C'était assez sympa. C'était une bonne organisation. En même temps, à deux, c'est plus simple, mais c'était vraiment cool. Le loufoque qui nous a reçus était vraiment sympa. Motivant. Enfin, vraiment, tous les animateurs sont cool là-bas, donc c'était vraiment super sympa. Bien, apparemment, comme la formule a fonctionné, vous faites ça dès janvier. Non. On a repris un rythme hebdomadaire. Là, on a une vie aussi et on n'est pas payé pour ça, quoi. C'est dommage. Ouais. Tu nous parles de quoi, toi, ce soir ? Putain, Allman Okai, j'ai zappé. Mais ouais, j'ai repris ça. On est arrivé à la 12e issue là, il y a pas longtemps. Ouais. Et je crois la semaine dernière ou semaine d'avant, je sais plus. Et bref, ça défonce pas mal. Je vais pas spoiler, je spoil pas. De toute façon, on en parle dans quelques instants, donc t'inquiète pas. Et toi, Adrien, comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, écoute, voilà. On continue de réaliser des podcasts en folie, à tour de bras, et tout roule. Tu t'en sors, toi, comme Zef, avec ces 24 jours de... Alors moi, j'ai beaucoup moins d'épisodes journaliers, mais des petites missions, comme dans Comité avec Ben, où je les écoute parler avec Julie, je les écoute parler pendant un peu plus d'1 heure. Je m'attendais à un plus gros chiffre que ça. Mais ensuite, je vise un épisode de 20 minutes. Donc c'est un poil tendax avec environ 60 extraits de Street Fighter à caser dans les 20 minutes. Donc c'est pas toujours évident, mais là, je m'amuse beaucoup, voilà. Eh ben écoute, tu lis des choses en ce moment parce que t'as le temps du coup de lire des trucs. Ouais, là en ce moment je suis en train de rattraper un petit peu mon retard sur Shade the Changing Girl. Oui. Parce que j'en suis toujours à quand elle était Changing Girl
Normal. Voilà. Et donc, voilà, c'est très chouette. Hein. C'était chez Young Animal. Exact. L'espèce de collection parallèle de DC Comics. Et ce soir, tu nous parles de quoi ? Je vais vous parler, suspense, roulement de tambour, grosse surprise d'un Jeff Lemire. Oh merde. Faut se faire plaisir. Qu'on a mis dans la sélection des Bouillades d'or. Si tout se passe bien, vous n'avez plus le droit de voter. Oui. J'essaie toujours de me projeter un peu. Voilà, Gideon Falls, qui est nommé dans les meilleures dans les meilleures séries, meilleures nouvelles séries 2018. Ouais. Et on n'en avait pas parlé encore dans Comics Outcast, donc je pense qu'il est temps de le faire. La 9e issue vient de sortir. Et ce soir, on va parler des 3 premiers chapitres de cette histoire qui se passe, comme à l'accoutumée, dans une petite ville fermière des États-Unis, ou pas d'ailleurs. Il sera question d'une grange. Voilà. Mais c'est marrant parce que Gideon Fall, à l'épisode de Noël, je pensais sincèrement que vous l'aviez déjà fait dans Comics Outcast. Non, en fait. Et en fait, non. On l'a jamais fait. Dans le synopsis. Donc, corrigeons cette erreur ensemble. Vrai, absolument. Des bisous à Nivray, donc, qui n'a pas pu venir pour cause de choix douteux en matière de comics, hein, vous l'avez entendu. Et donc pour les revues, donc Gideon Falls, Old Man Hawkeye. En deuxième partie d'émission, double dose de HLB avec cette semaine Spider-Man Into the Spider-Verse et Aquaman pour cette émission 109. 109, il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de foie qui vendait du foie. Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Vous connaissez... J'ai comme la sensation que la ville de Foix est peut-être dans le 09. Oui, et c'est le département de... Les l'Ardèche, non. Presque l'Ariège. L'Ariège. L'Ardèche, on l'a déjà fait il y a 2 épisodes, oui, voyons, oui, c'est le 07. Merci aux habitants de Belloc, le charbon, le fameux, et de Tarascon, avec le tartarin, tout ça, c'est pas une pâte à tartiner. Tarascon. Oui, c'est de là que ça vient d'ailleurs. Si on demanderait à ses habitants, je pense qu'ils connaîtraient la même étymologie. Merci à eux donc de nous suivre si nombreux sur Twitter. Et on sait que tous les membres de ces villes et villages sont inscrits au Bouya Comics Club sur le Facebook de Comics Outcast. Alors, je vais passer pour un con et c'est pas grave, mais je viens juste de comprendre que tu suivais les numéros d'épisodes. Tu fais exprès ? Non, je te jure. Merde. Je viens juste de tilter en disant ah ouais, c'est vrai que c'est 109, ça tombe bien. Oui, voilà, tu vois, on peut faire des émissions comme ça tranquillement au coin du feu en se disant pas de pression et découvrir des choses incroyables. Putain, ça vient de changer ma vie quoi. Du coup, je te souhaite des bons vœux pour cette année. Je sais même pas vraiment comment pas le prendre. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, Comics Outcast, c'est sur Twitter, enfin @ComicsOutcast sur Twitter, et n'hésitez pas à partager des morceaux d'épisodes qu'on vous met sur Twitter justement. Si vous avez trouvé que telle ou telle revue convenait à votre pote, n'hésitez pas à faire tourner Comics Outcast numéro 109 avec du 109. Il fallait que je la fasse. Oh, c'est parti. Mais il n'y a même pas de 109. Merci pour ce doublage de Ben, excellent. Oui, bien. Tu sais quand il faut. En fait, c'est un sample que tu as mis. On le met à chaque fois. Il a jamais fait, hein. Il a fait qu'une seule fois aux toilettes une fois. Il faisait la soupe aux choux, on n'a pas compris, et en fait, on vous le rediffuse à chaque fois. Exact. Adrien, je te donne le micro que tu tiens déjà en main. Oh la vache. Tu vas nous parler donc de Gideon Fall. J'arrive pas à dire, c'est Gideon Fall. Gideon Falls. Comics Urban, paru en France, et Image Comics naturellement. Jeff Lemire, on en parlait tout à l'heure. Et à l'illustration, il faut que je précise quand même qu'on a l'honneur d'avoir l'art de Andrea Sorrentino et Dave Stewart à la couleur. Ouais. Alors Dave Stewart, juste avant l'émission, on a fait un petit Google, Wikipédia, ce que vous voulez. Le mec est partout, il est partout, donc il a travaillé énormément, et ça je pense que justement les Mignola fanboys, Sam, Cutrus et Ben le savent, dans tout le Mignolaverse, et à droite et à gauche, Fantastic Four et Spider-Man chez Marvel, et même Dark Knight Detective Comics chez DC, et du coup je pense qu'on va un petit peu parler de son art entre autres, mais du coup est-ce que tu peux nous présenter Gideon Falls, bien entendu, du mieux de tes capacités? Ouais, alors ce que je peux vous raconter, c'est que l'histoire entre Jeff Lemire et Gideon Falls ne date pas d'hier. C'est une histoire que Jeff Lemire essaye de raconter depuis 1996. Ça va.
époque où il venait d'arriver dans une grande ville de l'Ontario pour ses études, et il était en film académie, quoi, tu vois. Donc il était screenwriter, je pense. Et donc en fin d'année, il avait pour exercice d'écrire un petit court-métrage de 5 minutes. Il a sorti sa 16 mm et il était prêt à faire son film. Problème, il n'avait jamais écrit d'histoire jusque-là et il savait pas bien quoi raconter. Et en fait, il s'est inspiré de du sentiment que lui provoquait cette ville. Lui qui sortait de sa ferme et de sa campagne, il avait l'impression de vivre dans une ville très sale et que vraiment voilà les détritus envahissaient son quotidien, ce qu'il n'avait jamais vu jusque-là. En fait, ça s'appelle juste vivre en ville, quoi. Et il s'est mis à imaginer l'histoire d'un personnage qui serait avec tu sais, des gants en latex et un masque sur le visage, à fouiller dans les ordures, à la recherche d'indices qui prouveraient un grand complot, et voilà. Et en fait, finalement, il avait écrit Norton, le personnage principal, ou un des personnages principaux de Gideon Falls. Et ensuite, l'histoire fera que il va tourner ce petit court-métrage, partiellement en stop-motion, je crois, et que ça va être le début un peu de sa carrière artistique, et que c'est là où il va se dire que peut-être il n'est pas trop nul pour raconter les histoires. Et ça, c'est il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, il était encore étudiant. Et un petit peu plus tard, lorsqu'il travaillait chez Marvel, il rencontre Andrea Sorrentino. Tous les deux, ils bossent sur Old Man Logan. Et sur Green Lantern. Pendant Old Man Logan, ils se disaient déjà tous les deux déjà qu'ils adoraient travailler ensemble, tu vois. Old Man Logan, la dernière version. Ouais. Ils se disent qu'ils adorent bosser ensemble. Lemire se sont inspirés par le trait de Sorrentino, et puis en plus ils échangent beaucoup sur la manière de raconter les histoires, de découper les pages et tout ça, et on se rend compte qu'effectivement il y a vraiment quelque chose qui se passe entre deux, quoi. Et donc ils se disent ça serait cool quand même si on pouvait raconter notre truc un peu à nous, pas un truc imposé par Marvel, quoi. Voilà, un machin que peut-être dont on aurait les droits après. Enfin voilà, une histoire pour image, quoi. Et alors je vous zappe les détails parce que l'histoire est un peu plus longue que ça, mais Lemire ressort plusieurs personnages de sa carrière, dont Norton de ce premier court-métrage. D'accord. Et un prêtre d'une autre histoire, et il fait un espèce de mash-up. Et ainsi naquit Gideon Falls pendant l'écriture et le dessin d'Old Man Logan. Et il aura fallu attendre qu'ils finissent cette série ensemble et puis qu'ils sortent de leur contrat quand même, parce que ils étaient un peu payés à autre chose. Pour 2 ans plus tard, qu'ils sortent Gideon Falls. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont écrit l'histoire intégralement, qu'ils attendaient de savoir si ça allait marcher et si le public allait accrocher à ce genre d'histoire. Bon, je pense qu'on peut se dire que le public, accroche ce genre d'histoire. C'est un gros carton chez Image, c'est un carton chez Urban qui vient de sortir donc le premier tome en VF à tout petit prix. En fait, tu sais, ils ont encore fait cette offre découverte comme ils avaient pu faire d'ailleurs sur Black Hammer, qui est une version en plus enrichie de dessins, de croquis, des covers et tout. Donc c'est top. Je sens que je vais encore acheter la VF même si j'ai déjà la VO. Classique. Ça commence à devenir classique Adrien Larousé. Et il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de Gideon Falls, peut-être. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Gideon Falls ? Alors, déjà, je vais attaquer tout de suite, juste pour vous dire que, encore une fois, Lemire vient de nous a sorti un premier chapitre parfait. Tu vois, je pense que, j'aime Lemire pour tout un tas de raisons, mais peut-être qu'une des raisons pour lesquelles je l'aime autant, c'est parce qu'il sait me vendre une histoire très très vite. Et il n'y a pas de oui non mais au bout de 10 chapitres ça devient bien, enfin tu vois, clairement en un chapitre on a eu tous les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier chapitre ? On découvre Norton Sinclair, jeune homme de probablement 30 ans qui déambule dans les rues, effectivement un peu cracra de Gideon Falls,
avec ses gants et son masque de chirurgien sur le nez. Et il fouille frénétiquement les poubelles de la rue, à la recherche visiblement de quelque chose. Quand à un moment, un détritus attire son regard, il se précipite dessus, c'est un vieux clou rouillé. Et on dirait qu'il vient de trouver son précieux, quoi. Tu vois, c'est vraiment son Graal. Il sort ça de sa poubelle, il rentre chez lui, il le met dans un bocal avec les 1000 autres détritus qu'il archive compulsivement dans son étagère, et il se met à prier. On se dit là qu'on a affaire à un grand malade. Tout va bien. L'histoire switch à l'arrivée du père Wilfrid dans la ville de Gideon Falls. Donc c'est lui qui aurait été inspiré, enfin piqué d'un autre. Alors lui, il vient d'un autre truc effectivement que l'émir a aussi écrit, dont je n'ai plus le titre, mais c'est un de ses premiers comics en fait. D'accord. Et donc lui, on le voit arriver à Gideon Falls. Il vient en remplacement de Father Tom, qui vient de décéder. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais il est mort et il faut le remplacer. Le père Wilfrid est accueilli à l'église par une fervente croyante qui lui souhaite la bienvenue en lui offrant je sais plus quoi, mais elle a l'air un peu ch'tarbe. Elle est avec son enfin, tu vois que c'est vraiment un cul béni, quoi. Elle est avec son petit sweatshirt avec sa photo de chat dessus, et tu vois que clairement Father Tom va manquer, mais c'est horrible les manières dont il a disparu. Voilà. Ouais. On ne sait pas plus, mais c'est horrible, quoi. On retourne à Norton, notre jeune ami collectionneur de poubelles, qui est chez son médecin et qui lui explique avec le plus de délicatesse du monde que il est désolé, hein, il est plus malade, il est guéri. Ouais. Mais là, les détritus lui parlent. Là, il faut le comprendre. C'est-à-dire que tout va mieux. Ouais. C'est plus comme avant. Avant, il était fou. Ouais. Mais maintenant, clairement, il y a une manifestation du diable en personne dans les détritus de la ville. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Mais il veut pas tout lui dire, parce que s'il lui disait, elle serait en danger. Dr Chou, de son prénom, va se dire ok, donc il a rechuté, il va peut-être falloir réhospitaliser Norton. En sortant de là, Norton lui explique que tout va bien, tout est sous contrôle, il va refaire ses exercices de méditation, il va se calmer et tout sera sous contrôle. Bon, sur le chemin du retour, quand même, il ramasse le clou qui l'appelle, tu vois, dans la mise en page, tu vois clairement que il est en rouge et que Norton ne peut voir que ça, viens voir par là. Et donc, bien sûr, même si tout est sous contrôle, Norton va quand même céder à la tentation de ramasser ce clou. Et là, on attaque la dernière partie de ce premier chapitre, où le père Wilfrid se réveille en pleine nuit, et il est réveillé par qui ? Par Father Tom, qui est censé être mort. Ouais. Qui franchement fait flipper sa mère, hein. Tu vois, il est perché en haut d'une armoire, et voilà, c'est clairement l'exorciste. Et il l'invite à le suivre dans les champs, il court dans les champs, le père Wilfrid essaye de le rattraper. Et là, il tombe nez à nez avec une grange qui vient d'apparaître au milieu du champ, quoi. Ok, tout va bien. Une black barn, donc c'est une grange noire sur un ciel rouge. Enfin, c'est une vision purement apocalyptique. Ouais. Tu as vraiment une manifestation du mal, quoi, hein, comme on pourrait le dire. Et on voit en alternance, parce que la mise en page a un rôle essentiel dans ce comics, que Norton dessine frénétiquement aussi des black barn sur du papier. La disparition s'estompe et le père Wilfrid va se retrouver nez à nez avec la fervente croyante qui l'avait accueillie à l'église, et elle est rata morte, hein. C'est-à-dire que là, elle est assassinée de pied en tête, hein. Bien entendu, donc le premier chapitre s'arrête là. On est face à un truc qui est
encore une fois, tu vois, qui joue avec l'ésotérisme d'une part, mais d'autre part aussi un peu la maladie mentale, et tu vois, genre, qui est-ce qu'on croit, qui est-ce qu'on ne croit pas. Moi, je retrouve un peu les mêmes codes que dans Moon Knight ou même. Est-ce que je pense à Royal City. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tombent dans ce truc-là. Ouais. Et donc ensuite, le père Wilfrid va être inquiété un petit peu par la police. On va être introduit au personnage féminin du shérif, Clara quelque chose, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui va avoir un rôle essentiel dans cette histoire. Le docteur Shu va elle aussi commencer à voir la Black Barn. Ouais. Le père va commencer à mener sa petite enquête et se retrouver face à des papiers du père Tom, qui était visiblement en contact avec des gens au courant de la Black Barn. Okay. Norton va se faire voler une partie de ses détritus chez lui, ce qui va le rendre, tu vois, encore plus persuadé qu'il y a bel et bien un complot et qu'il y a quelque chose qui se trame et que le diable est bien au tournant de la rue. Okay. Le docteur Shu qui, elle, tend plutôt vers quelque chose de l'ordre de l'hallucination collective. Elle flippe pour sa propre santé mentale, sachant qu'elle est quand même psychiatre, ça craint. Okay. Et les flics vont retrouver le cadavre de Father Tom, qui était mort pourtant il y a bien longtemps. Ouais. Bref, tu vas pas. Gros délire, gros mindfuck. Et apparition de la Black Barn un peu ponctuelle, qui plonge toute cette ville de Gideon Falls dans quelque chose qui se serait déjà passé auparavant, et qui aurait été vecteur de vagues meurtrières et de folie collective. Donc, que se passe-t-il à Gideon Falls, et que vont découvrir les personnages de Norton, du père Wilfrid et du docteur Shu et de la shérif? Je vous laisse le découvrir. Zef, t'as le sourire aux lèvres depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai déjà parlé dans l'émission d'avant, c'est ce que je pense, donc je vais faire la redite d'émission. Mais voilà, moi j'avais ce truc dans ma reading list. J'ai vu Jeff Lemire quand je l'ai ouvert. Je fais OK, go, et j'ai lu les 9 issues à la chaîne quasi. Donc je suis plus qu'à jour. T'as très bien vendu le truc en fait, donc je sais pas quoi dire d'autre. Ça tue visuellement, c'est une véritable tuerie, mais on s'en doutait largement de Sorrento. C'est extrêmement bien fait dans l'ambiance. En fait, je suis extrêmement jaloux de Lemire dans sa façon de, parce que vu ce que t'as raconté au début sur le fait qu'il arrive dans une ville et qu'il arrive à pas à se projeter, mais à s'inspirer de prendre les inspirations qu'il a à travers cette ville pour en faire un truc. Putain. C'est affolant en fait, parce que du coup quand tu disais ça, je voyais exactement ce que tu étais en train de dire et ce qui était retranscrit à travers les pages des premières pages de Gideon Falls en fait. C'est affolant, la saleté dans la vie, tu la sens, tu la ressens, c'est poisseux. Le mec qui fouille dans les poubelles, c'est crade. Enfin, il y a une scène avec le docteur où il est en train sur un banc dans un parc public en disant parlez-moi un peu de ce qui s'est passé avant. Non, j'ai pas envie. Il dit ok. Si je vous autorise à aller fouiller dans ces poubelles là-bas, est-ce que vous m'en direz plus? Et en fait, le mec, tout de suite, il se dévoile, il dit oui, il raconte sa vie. Puis juste après, il met ses gants et bam, il va dans les poubelles. En fait, c'est mindfuck de ouf. Tout est très bon, en fait, mais c'est presque gênant tellement c'est facile, en fait, pour lui de nous attirer là-dedans, en fait. Et comme tu le disais, en fait, je n'ai même pas attendu la première issue pour me rendre compte que ça allait être très bon et que ça allait aller très loin. En quelques pages, t'es dedans, en fait. Il arrive vraiment en 3-4 cases à te faire poser le truc simplement en disant ok, c'est du mindfuck sur cette petite ville de merde avec le père qui a lui-même un passé douteux, tu sais pas trop d'où il vient. Ouais, pourquoi est-ce qu'il a été casé là aussi, parce que quelque part c'était aussi lui aussi il était recasé. Oui, quoi. Voilà, ouais. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé avant, mais à ce moment-là de la série, on sait pas trop quoi. Quand il appelle son supérieur, on lui dit non, mais vous êtes là où il faut au bon moment, vous inquiétez pas. Donc on se dit ok, il y a aussi quelque chose qui se passe derrière, des gens derrière, au-dessus d'eux qui savent ce qui se passe vraiment et tout. Et non, c'est complètement génial. C'est complètement bon. En fait, faut acheter ce truc. Faut l'offrir, offrez-le. Mais non, c'est excellent. Gideon Falls, c'est à conseiller largement. En fait, il a prévu une fin où tu sais pas, on sait pas du tout. On sait au moment où le premier chapitre est sorti, il explique dans la postface que l'histoire est intégralement écrite. Ouais.
mais je pense que le rythme et tu vois la densité du truc, il a tout l'arc, mais il savait pas exactement combien d'issues il allait sortir, et ça allait dépendre du nombre de ventes en fait de la première. Et je pense que bon, la première était quand même un gros carton parce que elle était ultra efficace, et ça je pense que on connaît Image, on connaît l'émir, à mon avis c'est deux acteurs qui savent exactement comment se passe l'industrie, et ils ont dû mesurer les ventes du premier et se dire bon on a un peu de temps devant nous, on peut raconter ça à un rythme qui est plus lent que si ça avait été vraiment un flop, auquel cas tu plies l'histoire en 6 chapitres et puis basta, tu vois. Ils auraient pu condenser, ou là du coup ils étirent, enfin imagine qu'ils étirent un petit peu. C'est rassurant en fait de savoir que il y a bel et bien une fin, et que maintenant si le succès est au rendez-vous pour ce genre d'histoire, ce genre d'écriture, ce genre de dessin, ils vont se permettre de la raconter tu vois, avec toute leur ambition, quoi. Ouais, mais c'est là où je me pose la question, je pose la question pour ça, parce que je sais pas. Là au 9e, en fait, il s'est passé plein de trucs, et c'est ça, ce qui est cool, c'est qu'il ose avancer en fait dans son récit. Il te fait pas traîner, mais tu vois pas, tu sais pas combien de temps ça peut durer en fait. Ça pourrait durer vraiment 20 chapitres sans problème, et j'ai peur en fait que ça tire un peu trop en longueur. En connaissant le mire, je pense pas. En fait, faut attendre un tout petit peu. Je crois il y avait le même souci entre guillemets avec Descender. Ça se développe, et puis au bout d'un moment tu te dis bon d'accord, mais comment tu vas refermer ton histoire? La réponse sur Descender, c'est qu'il la referme pas vraiment. D'ailleurs, si on devait parler de fin, ça serait une fin décevante. En réalité, il passe de Descender à Ascender, donc on va voir la suite, tu vois comment ça se passe. En tout cas, il a conclu son premier truc en 32 numéros. Et si c'était une conclusion, c'est un peu bâtard. Mais si tu sais que ça continue, tu te dis tant mieux. J'ai envie que le truc pas qu'il le clôture vite, mais non, mais il faudrait que ça traîne pas trop. Ça reste quand même une histoire de diable, de possession, de mystère et tout ça. Faut pas que ça dure trop non plus, quoi. Non, clairement, parce que c'est je sais pas comment. En fait, c'est tout le problème des trucs avec l'ésotérisme, c'est que tu peux aller tellement loin et facilement que tu peux rajouter tes couches au dernier moment en disant c'était c'est un petit peu d'ailleurs. Si on devait faire une comparaison, d'ailleurs, c'est assez proche d'une certaine façon de Outcast. En fait, tu sais, où t'as cette même ambiance un peu poisse, ces mêmes personnages un peu forts dans une petite ville, avec un style graphique ultra marqué. Clairement, t'as envie de t'attacher à ce personnage, donc t'as envie que ça prenne du temps, mais en même temps, il faut quand même que ça se développe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est ultra prometteur. Et il faut quand même que j'ajoute, avant qu'on passe à autre chose, vraiment le talent de la mise en page et ce qu'il y a à retirer vraiment en termes de narration et d'efficacité de narration entre deux. Là on voit, tu vois, vraiment deux personnes qui savent bosser ensemble, qui te pètent des doubles pages vraiment genre incroyables, qui sont ils ont dû bien discuter, poser, beauté de ma boule. Et c'est pas là pour poser, c'est pas une double page pour faire une double page, c'est pas là, ça sait en fait genre servir le récit, faire avancer la narration tout en étant un peu couillu vraiment en termes de mise en page, de présentation, d'art, quoi. Il y a beaucoup de... Il y a plein d'essais. Il y a plein de tests. Non, mais c'est plus que des tests, c'est abouti en fait. C'est là où moi je recommande vraiment le papier. Potentiellement peut-être plus TPB pour se rendre compte de l'œuvre dans son global que chapitre par chapitre. Mais il y a des moments où t'ouvres ton chapitre en deux et en plein milieu du comics, tu tends les bras, tu vois, pour te rendre compte de la composition de la page, et en fait il y a une forme, tu vois, là en l'occurrence j'ai sous les yeux un énorme un crucifix qui est au milieu de la narration, et tout s'organise autour de ce truc là. Et tu pourrais le rater, tu pourrais complètement le rater. Moi j'avais découvert les premiers issues en guided view sur Comixology. Donc j'imagine que ça zappe beaucoup plus vite. Tu sais, il y a cette fonction qui dézoome à la fin et tu vois le truc et tout, mais c'est pas comparable au plaisir que t'as d'avoir la composition directe sous les yeux et tout. Et même de pouvoir faire case, puis champ général, enfin plan général, puis case, puis Et moi je trouve ça remarquable.
C'est encore une fois un truc qui me fait dire que les comics peuvent toucher à peu près à tous les genres et savent encore raconter des histoires différemment. Eh ben écoute, moi tu m'as convaincu déjà de pas survoler comme j'ai pu le faire et de me concentrer. Et puis surtout là il y a le prospect qu'il y a 9 chapitres à lire pour le moment et que ça a l'air de vouloir durer un petit peu dans le temps. Voilà, en tout cas pour l'instant. Commencer tant que c'est abordable. Voilà. Deuxième comics cette semaine, il s'agit de Old Man Hawkeye. On va parler également des 3 premiers numéros. Naturellement, Hawkeye, c'est un personnage de Marvel. Cette histoire a été écrite par Ethan Sachs et illustrée par un Marco Checchetto. C'est une histoire qui fait du sax. Également commencé au début de l'année 2018 Comme en ça ressemblait un janvier. peu plus qu'autre chose, je comprenais pas. Et c'est toi, Zev, qui va nous en parler. Moi, je continue. Hein. Oui, vas-y. Old Man Hawkeye, ça fait suite à quoi? Ça fait suite à Old Man Logan, mais la version originale de Mark Millar. Ouais. Pour replacer. Pas le reboot, justement, de Marvel très récent. Alors, c'est pas un reboot, en fait. Pas la reprise. C'est une suite canon sur le truc où le personnage de Old Man Logan arrive dans la continuité 616, Marvel. Ok. 616 C'est ça. Et donc du coup pour replacer donc le Old Man Hawkeye de Millar, on se retrouve dans un futur très lointain, vraiment très lointain, où il s'est passé un événement fort qui fait que tous les super vilains du monde de Marvel se sont à un moment tous vus, ils se sont dit les gars, en fait si on compte, on est environ 4 ou 5 pour un super héros. Donc si on se met tous ensemble, on les défonce. Et ce qui est l'antithèse même du super vilain, parce que le super vilain va être seul à régner sur le monde. Bref, et donc il se passe ça, et grosso modo, en fait, tous les super héros se font péter la gueule, en plus d'un truc qui fait que ça les aide vachement à cause de Wolverine. Et du coup, les États-Unis sont divisés en 4, je crois. D'un côté, il y a les Hulk qui gèrent, il y a Magneto, il y a Red Skull, et il m'en manque un, mais je l'ai plus en tête. Mais c'est pas grave. Donc grosso modo, voilà. Et on se retrouve dans cet univers-là avec un Logan, donc un ancien Wolverine qui est redevenu Logan, qui s'est marié, qui a des enfants, qui tient sa petite ferme, qui a sa petite vie de fermier, tout bon sur tout rapport, qui se fait régulièrement molester par les Hulk. Et qui dit rien, et qui ferme sa gueule, et qui continue ça sans jamais sortir de la griffe parce qu'il s'est promis de plus jamais le faire. Donc ça c'est Old Man Logan. Si vous l'avez jamais lu, bon, on a vu l'adaptation là. Logan, c'est une très lâche adaptation de cet univers-là. Dans Hawkeye. Non, le personnage de Logan dans Old Man Logan, c'est à peu près cet univers-là, justement post. Oui, c'est ça. Là, je remettais juste le contexte du truc en fait. Dans quel contexte on se trouve ? On se trouve dans un États-Unis futuriste où les vilains sont au pouvoir. Point. Red Skull est président des États-Unis, grosso modo, et les super-héros sont quasi tous morts. Ou juste des grosses merdes en cachette qui veulent plus sortir parce qu'ils peuvent plus rien faire. Grosso modo, c'est ça. Et Old Man Hawkeye, donc c'est une forme de spin-off finalement de cet univers-là qui se passe avant Old Man Logan. Et on retrouve donc Hawkeye qui est vieux et qui tente de faire sa vie malgré lui. Au début du run, en fait, il est avec un autre gars. Ils sont en train de conduire un camion pour en transporter, je crois, de la nourriture ou des vivres vers un truc, une cité tout pourrie pour aider les gens, et ils se font attaquer par Madrock, Jimmy Madrock, le Multiple Man, qui vient là, en fait, qui fait un heist. Et Old Man Hawkeye, du coup, se défend et flingue tous les. Alors j'aimerais que tu détailles flingue, parce que on rappelle que Hawkeye a un arc, et voilà, il tue vraiment en fait. Voilà, il tire pour tuer en fait. Très viscéralement. Voilà, c'est des flèches dans les yeux, c'est des flèches dans la gorge, c'est des flèches dans la bouche. Ça pète des dents, c'est visuellement violent, je trouve. D'ailleurs, j'ai trouvé ça surprenant. Oui, c'est pas pour tout le monde. Non. Et c'est doublement choquant parce que c'est visuellement violent et quand même, et voir des flèches qui traversent la joue, la bouche et les dents et le truc. Et c'est violent parce que t'as un super héros qui tue des gens. Oui, des humains quoi, pas juste des monstres, des humains, des aliens, mutants, tout ce qui tue quoi qu'il arrive. Et donc voilà. Et en fait, il tire une dernière flèche et il loupe sa cible. Et le truc qui le choque lui-même d'ailleurs, parce qu'il dit j'ai jamais loupé. Qu'est-ce qui se passe ? Scène suivante, on le voit chez un médecin, et en fait le médecin lui apprend qu'il a un glaucome
à l'œil, enfin aux yeux, et que il va perdre la vue d'ici peu de temps. Ça peut être dans quelques semaines, quelques mois, un an, on sait pas. Mais voilà, il lui dit grosso modo, fais ta bucket list, quoi. S'il y a un truc que tu voulais faire maintenant, que tu voulais voir, fais-le, quoi, parce que de toute façon, avec la seule condition que ça ne commence pas par je voudrais voir. Oui, voilà, grosso modo. Pardon. Et donc du coup, Holman Hawkeye se souvient de ce qu'il voulait faire il y a quelques années de cela et qu'il a jamais fait, c'est faire. Alors c'est pas justice, c'est vraiment vengeance, quoi. C'est vraiment prendre sa revanche sur les mecs qui ont tué tous les super-héros. On a une superbe double page de tous les super-héros qui sont morts, entre Captain America, Iron Man, Scarlet Witch. On a comment ça s'appelle, Natasha Black Widow, merci. On a tout ça en fait qui sont morts et lui qui est au milieu, toujours vivant, avec les mecs qui viennent de faire ce massacre en disant non mais de toute façon tous les héros sont morts, toi on te laisse en vie, toi t'es rien, t'es humain, t'es une grosse merde, on te laisse là, quoi. Et donc lui qui rumine sa vengeance depuis des années, se dit ok, je vais les retrouver un par un et je vais aller les flinguer. Et donc l'histoire commence juste comme ça. J'adore cette histoire, je la kiffe de ouf. Et voilà, c'est un run en 12 numéros. Le 12e numéro là est sorti cette semaine ou la semaine d'avant, qui termine tout le chapitre, même si on a une suite probable. Et en fait, on va suivre Holman Hawkeye qui va aller traverser les États-Unis pour aller voir sa fille, essayer de renouer avec elle, mais en fait ça sert à rien. Il vient juste lui dire écoute, voilà, je viens de voir, je prends pas beaucoup de temps avec toi, je vais faire un truc, puis je vais peut-être jamais revenir, donc bon, ouais, c'est bon, casse-toi, tu vois, de toute façon t'es un connard, grosso modo. Et on va le suivre avec, sur sa vengeance, aller chercher des anciens. Je crois que c'est Thunderbolt qui est en train de chasser. Et accompagné évidemment de Hawkeye, donc de. Comment elle s'appelle, la nana Kate Bishop, merci. Putain, mal avec les prénoms. Et le tout suivi par un des plus psychopathes possibles, qui est devenu un marshal, donc une personne avec un pouvoir immense sur tous les États-Unis. En gros, c'est une espèce de super shérif qui fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, il peut ouvrir toutes les portes et personne. Oui, c'est ça. En fait, il travaille pour Red Skull directement, donc il n'a pas de compte à rendre à part Red Skull, et de toute façon, il le fait pas. Red Skull, c'est devenu le big boss, en gros. En fait, c'est devenu. Bon, il prend la place du président des États-Unis, mais il a sa part à lui, en fait. Je crois que dans tout le monde des États-Unis, comme tout est divisé par chef de gang, grosso modo, sur 4 gros chefs de gang, lui il règne un peu sur tout, mais finalement il a pris la Maison Blanche pour dire voilà, je suis là, quoi, tu vois. Red Skull-like. Perché. Complètement perché. Et donc, je crois qu'il collectionne même les anciens artefacts des héros, genre le casque, les trucs comme ça, juste pour le plaisir de le faire, tu vois. C'est pas ce qu'on fait déjà nous. Continue. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, il est poursuivi par Deadshot, donc qui est devenu quand même ultra badass visuellement. Bullseye. Oui, pardon, Deadshot. Putain, pourquoi je dis Deadshot ? Parce que c'est DC Comics. Parce que c'est la même chose. Je me dis, est-ce que c'est un nom alternatif ? Autant pour moi. Pourquoi j'avais ça en tête ? Par Blue Eyes, effectivement, qui est devenu ultra badass avec son chapeau melon, son monocle et son grand impair noir, et qui va chasser Hawkeye parce qu'il se dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas tué un héros parce qu'il n'y en avait plus beaucoup et qu'il a envie de le faire et de se venger de toute l'humiliation qu'il a pu avoir avant. Je rappelle juste que ces deux personnages qui ont. En fait, c'est la même chose, ils sont juste pas dans le même camp, c'est ça ? C'est deux humains. Pouvoir, en fait. Enfin, pas vraiment. La même habilité, acuité visuelle. Acuité, grosso modo. La même dextérité. C'est pas dû à de la magie ou de la. Non, c'est vraiment de l'entraînement. C'est plus que. Je crois que c'est plus que ça. C'est ils ont un don de base et puis ils l'ont entraîné, Mais c'est pas magique, quoi. C'est pas des mutants, c'est pas de la magie, des aliens ou. Et donc voilà, donc t'as une forme de course-poursuite avec en plein milieu des Venom qui vont venir parce que Madrock évidemment tombe sur un symbiote de Venom qui va devenir ultra vénère. En plus, avec les pouvoirs de Multiple Man, on peut se demander si on peut voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est un boulgi-boulga, on dit ça comme ça. Je crois que t'as prononcé aucun mot correctement. Ouais, putain, j'ai du mal, c'est à cause de l'ivresse parce qu'elle est pas là. Aucun rapport. Et donc du coup, voilà, on va suivre ce road trip à travers les États-Unis de Hawkeye sur une histoire de revanche, de vengeance avec des meurtres dans tous les sens. D'un côté, Blue Eyes qui est vraiment un fils de pute pas permis, quoi, genre qui torture les gens, vraiment ces scènes à lui, elles sont quand même
ultra cool parce que le personnage se pose vraiment là, quoi. Je pense que j'ai jamais vu un comics où on le prend autant au sérieux dans sa façon d'être, parce qu'il est pas fou. En fait, dans tous les comics où on le voit, en fait, il a toujours un pet au casque. Il a toujours le côté très très débordé, très débordant, en fait. Le gars qui parle beaucoup, qui fait de la merde, qui sûr de continue, lui, voilà, qui a ça. Alors que là, c'est un mec très posé, qui analyse clairement chaque situation, qui va poser ses mots à chaque fois, qui va avoir un discours très incisif. C'est horrible, en fait. Ouais. Et bref, je le trouve ultra cool, en fait, dans ce comics. C'est que les méchants éloquents, c'est les plus dangereux. Clairement. Et là, en fait, franchement, il y a une scène où il va questionner, en fait, une famille. Mais la scène, elle est juste horrible et crade à la fois, quoi. Genre, le mec, il est en train de se vider de son sang devant sa femme. Il dit, vas-y, prends ton sang là et écris-moi où je dois aller, sinon ta femme, elle y passe juste après. Et c'est vraiment juste ultra crade. Et voilà, c'est très très cool. Si on aime cet univers-là alternatif qui est vraiment poussé quand même, là en plus d'un série retranchement, parce qu'on apprend plein de trucs sur ce qui s'est passé autour, que sont devenus les autres super-héros, les autres super-vilains qui ont survécu. Et moi j'étais très friand de ce truc. Donc voilà, je suis assez content. Je crois qu'il y a un autre comics qui s'appelle Old Man Quill qui est sorti. Ah oui, qui va sortir. Me semble-t-il, et là il est très probable qu'on ait une suite avec Coleman Hawkeye. Ce sera peut-être une redite, mais peut-être ailleurs, justement dans l'espace, cool. Voir non, parce qu'à la fin il se passe un truc et qui l'espace a disparu. Non, ça c'est dans Infinity Wars, mais non, là il se passe un truc qui fait qu'on peut avoir une suite claire de Hawkeye. Je dis pas lequel, et du coup ça peut être vraiment cool. Donc moi j'adore, j'ai accroché direct déjà au truc parce que Old Man Logan j'avais kiffé. En même temps j'aime beaucoup Millard, donc c'était facile. Mais l'idée de cet univers alternatif où les méchants ont gagné, c'est comme une bonne idée de base, je trouve. Et voilà, savoir s'adapter à ce qui est fait, je trouve que Sachs le fait très très bien. Adrien, comment on passe de Gideon Fall à Old Man Hawkeye? C'est pas pareil. Non. J'ai dévoré les 3 premiers chapitres assez facilement parce que c'est quand même un peu gogol. Ah, clairement. Tu vois, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup de Marvel comme moi, ça pose pas de problème, mais ça soulève beaucoup de questions. Ouais. Donc, j'ai une petite liste. Je vais vous poser cette question. Vas-y. Déjà, qui c'est sa fille? Parce qu'il lui parle du Spider-Sense. Ouais. Et j'ai pas compris. Je sais pas, on sait pas. Alors, si on le sait, je ne sais pas. Moi, j'ai une théorie. Mais vas-y. En fait, dans le passé, il s'est accoquiné pas mal avec Spider-Woman, mais qui n'a pas les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Elle s'est pas fait croquer par un. Non, parce qu'elle c'est un descendant de. Comment elle s'appelle Venom. Je crois que c'est la fille de Venom et de. Pas Venom, putain, j'ai du mal avec comment elle s'appelle la fille en vert qui dirige Madame Hydra. Madame Hydra, putain, je dis Venom parce que je pensais à la au venin et au. Oui, ouais, ok, j'ai un dit, vas-y, continue. Et je pense que c'est ça parce que il y a d'autres romances qu'il a eu. Si t'as lu justement Hawkeye de 2012, il y a plein de nanas avec qui dans le passé il aurait pu avoir des relations longues et donc des enfants, et c'est celle qui il me semble est canon dans la descendance de Hawkeye, c'est sa fille naturelle. Mais après Spider-Man, elle a vraiment un enfant, mais elle a pas, il est pas de Clint. Je me rappelle de la couverture, mais je ne peux pas aller rentrer plus dans le détail parce que je ne sais pas. Je sais pas, ouais. Je vais dire une connerie si vous le savez sur le BCC. Bref, c'est une de ses filles naturelles. Ok, et autre question qui rejoint d'ailleurs le trailer de Infinity Wars Endgame. Ronin. Qu'est Ronin? C'est que pourquoi Ça c'est pour toi. Ronin, tu connais pas toi? Je vois le personnage parce qu'il a un costume dans Ultimate Marvel 3, mais. Alors, je connais pas tout parce que Hawkeye c'est pas un de mes héros favoris, mais Ronin en fait ça fait partie d'un arc où Hawkeye en fait devient un peu méchant grosso modo, et en fait il devient en fait un Ronin, ce qui est la base du Ronin dans le truc, c'est le gars qui n'a plus de seigneur mais qui va normalement faire des missions de mercenaires grosso modo, et en fait il devient un mec qui est plus un ninja qu'autre chose en fait, et qui va tuer trop bien, j'adore les ninjas. Bah c'est la personne qui prend. Oui, voilà, en fait c'est ça, c'est juste ça. Mais après l'arc je le connais pas, je l'ai pas lu. C'est un très bon arc paraît-il, il faut absolument le lire. Mais non, parce qu'il y a un moment, donc un personnage l'appelle Ronin parce que lui sûrement qu'il le connaît sous ce nom-là, et oui, c'est le. Et je savais bien que c'était lui, mais c'est le gars avec l'œil à la place de la tête. Non, c'est le mec qui l'embauche au tout début en fait. Ouais. D'accord. Voilà.
Mais donc il me manquait des petites subtilités, hein, comme par exemple le Multiple Man. Ouais. Tu vois le fait que le gang, en fait, je me disais ils se ressemblent tous, c'est rigolo. Tiens, c'est bizarre, franchement, pas le que c'était- dessinateur il s'est pas fait chier, hein. Ouais, et du coup tu vois, même quand à la fin du coup Venom revient Ouais. en multiple, hein, Ouais. je me suis dit il est allé chercher en fait tous les anciens membres du gang. Non, en fait, non. Voilà. Un par un. Mais du coup, putain, cette scène, moi, ça m'a fait penser à Aliens de ouf, en fait. Avec J'ai un peu de temps à comprendre. tous les Venom. Ouais, Putain, Déjà, il y en a trop cool. un dans Hawkeye, c'est bizarre, alors il y en a 6, là, c'est chiant. Mais donc voilà, ça m'a soulevé des petites questions, mais rien de très gênant. Et puis on sent un petit peu le côté 12 travaux d'Astérix, tu vois, où il va aller se taper les gars un par un. Et puis En plus, c'est ta patte là, la référence, elle est bonne, quoi. Alors moi, j'étais pas familier avec ce personnage. parce qu'il y en a 12. Mythologie, tout Atlas, ça, voilà. mythologie, ouais. Et voilà, est-ce que je continuerai ? Peut-être pas. Mais non, parce qu'en plus, par contre, graphiquement, je trouve pas ça très joli, quoi. D'accord. Là, on a Ouais, Marco Moi, j'aime bien. Cecchetto. mais, C'est un Illustration. peu, tu vois, c'est le genre de dessin que j'aime pas dans les comics. Ouais. c'est simple, quoi. Espèce de, c'est simple et en même temps beaucoup trop compliqué, quoi. Ouais, non, je sais pas, tu sais, les couleurs, il y a beaucoup de dégradés, c'est très très numérique. Ah oui, clairement. ouais, d'accord, je suis ouais, d'accord, ouais. je vois Très ce que tu très veux dire, ouais. numérique. En fait, je trouve que le dessin, en fait, sert juste son propos. Il est ni plus ni moins. Et Non, mais du coup, il a pas trop d'âme, quoi. Il a oui, pas- voilà, il a oui, pas bien sûr. vraiment de Il est pas style, là tu vois, pour c'est- péter. C'est relativement utilitaire, mais il est en loin même temps, d'être dégueulasse, je trouve. non, mais, c'est pas dégueulasse. Après, il y a des têtes qui sont bizarres, mais bon, Oui, c'est pas non Voilà, plus, tu vois, mais globalement, voilà, c'est le genre de truc où je me dis c'est pas un chef-d'œuvre, il y a pas un gros parti pris, il y a pas voilà, c'est utilitaire, quoi, ça marche. C'est Ça illustre le propos. comics, c'est un peu Marvel basique pour moi, mais bon, ça roule, hein. J'imagine que si vous aimez bien si vous aimez bien les histoires de vengeance qui pop pour aucune autre raison que tu vas peut-être bientôt plus voir, ça fait un peu Superman All-Star, tu vois. Ouais. Mais très bien. Ok. Waouh, c'est convaincant. Ok, ça c'est fait. Ok, vu. Donc Marvel Comics, disponible pour l'instant qu'en anglais, mais on imagine que ça partira bientôt chez Panini. On se retrouve dans 2 minutes pour parler ciné. Clic. De retour dans ce 109e épisode de Comics Podcast, et c'est l'heure pour une grande avenue dédiée cette fois-ci au cinéma Le de cinéma. HLB. Le 7e art. Pour le prix d'un, voilà. Pour le prix d'un, vous avez de la chance, mais c'est parce qu'on nous a bourriné de grosses sorties au mois de décembre, donc on a essayé de tout faire pour voir les deux, ce qui n'a pas été mon cas. Et surtout, aussi, le Bouya Comics Club était étonné, sous le choc de la qualité de ces deux films. Ah, d'accord. Effectivement. Tu vois, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en choisit un des deux ? Eh bien non. Écoutez, on est comme ça. Vous avez tous gagné. Autant celui de Marvel, ça paraissait logique parce que dès qu'on avait vu les bandes annonces, on était tous ultra. Oui, pas un Marvel, côté Marvel. Parce que Ouais. c'est Marvel. Non, mais, On était tous ultra hypés sur le trailer, en tout cas une bonne partie. mais savait-on Autant- que ça serait à ce point ? Non. Ça ne serait pas. Clairement pas. Autant sur le DC, on était tous genre quoi ? Les gens aiment. Ouais, les Qu'est-ce qui se passe ? premières réactions sont tombées comme un coup près surprise. Où là, on s'est dit, qu'est passo ? En fait, Et je sais pas par quel film tu veux commencer. Alors, on va prendre on va les commencer- uns après les autres. oui, on va commencer par le premier. Je vous propose d'enchaîner avec le deuxième. C'est pas mal. Ouais. Ok. Non, Le- là, c'est on fait vraiment par aléatoire. alphabétique hein. ou pas ? À ce moment-là, ce serait dur. Attends, A, B. Non, on va commencer par Spider-Man. Donc c'est Spider-Man. I Spy, Spider and Amazing the Spider-Man. Spy. Non, parce que c'est vraiment parce que je l'avais mis en premier, mais il y avait pas C'est de. Amazing, c'est toujours le premier. hein. Oui, mais il s'appelle juste Spider-Man en fait. Ah, Ce titre. merde. D'ailleurs, curiosité, le titre français de ce film donc est Spider-Man New Generation, Ah bah. traduction de Ce qui est l'anglais pas- par ce qui de est pas- l'anglais. Ce qui est pas idiot. Alors, je hein. comprends l'idée, de ne pas dire au fait il y a un Spider-Verse, qu'est-ce que Spider-Verse, ou de ne pas vouloir traduire C'est vrai, Spider-Verse en c'est con de le faire parce que dans le film, on te le met dans la gueule. Donc c'est dommage de le dire, quoi. Tu vois. univers régné, ça c'est pas ouais, Oh. bah, Spider-Verse ça marche aussi. Univers araignée. Donc fil sorti Un univers. voilà, non mais là je viens de vendre un concept, hein. Je pense que quelqu'un va me le voler mais c'est pas grave. 2018 en décembre. Petite question un peu indiscrète, est-ce que ce film fait partie du MCU
Non. Non, Non. clairement pas. Surtout peut-être parce qu'il est produit par Sony Déjà. Pictures Animation, écrit par Phil Lord. Vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais en réalité c'est un scénariste, producteur, réalisateur qui est à l'origine de 21 Jump Street, la version post 2000, Oh, sérieux et aussi Lego Movie 1 et 2, parce qu'il y a un 2 Ah oui, pas le qui film. va sortir. Oui. Ça, Ah oui. Oui, non, la série, je pense qu'il devait avoir notre âge. Non, il est un peu plus vieux que nous, mais enfin, ça dépend. On a pour les voix françaises, parce que je me suis pas cassé le dos à prendre les voix américaines, parce que pour le coup, elles étaient un peu de niche. Stéphane Bach qui joue Miles Morales et Camila Jordana qui joue Spider-Gwen. Je crois qu'il y a Nicolas Cage dans la version originale. Oui. Ah oui. Ouais. J'ai vu dans le casting, mais je ne me suis pas demandé qui ça pouvait être, parce que je vais pas me spoiler, mais de toute façon, vous allez le faire. Et ma question, avant de commencer, Oh, c'est oui. est-ce que vous l'avez vu en VO ou en VF? Est-ce qu'on spoil? Oui, alors déjà, on spoil. Oh, faut Attention, faut spoil. alerte au spoiler, alerte au spoiler, les enfants. Les enfants. Ça, c'est un bon truc, forme de passe. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous l'avez vu en VO ou en VF? En VO. VO, vous deux? D'accord, donc j'aurais bien aimé qu'on parle de la qualité. Mais on a eu chaud aux fesses. Pourquoi parce que la VO sur ce film se meurt très vite. Ouais. Et il ne reste bientôt plus que des séances françaises. Ah, d'accord. Et à l'heure où l'épisode de Comics Podcast sortira, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Moi, je l'ai vu dans une salle de merde à Montparnasse. Vraiment une salle de merde. Et j'étais vraiment surpris qu'il le passe encore. D'accord, Et donc je m'attendais pas à ce que ce soit. Enfin, que ça. Mais bon, après, c'est un film de famille, mais on. Non, mais on en parlera Ouais. peut-être à la fin, mais il y a un souci de distribution et de marketing sur ce film qui fait que la première semaine n'a vraiment pas été jojo et les séances VO ont été squeezées direct et les séances VF, il y en a déjà plus des masses, Ouais. les chiffres sont pas ouf. Là, on parle du monde ou de la bizarre, France? hein. Alors là je parle en France, Ouais. mais même au niveau mondial c'est pas gueudin. D'accord. C'est pas non plus la cata. Ouais. Enfin, tu vois, vraiment, on a eu un petit peu peur. Hein. Premier jour, Paris, il avait fait. Je sais plus, c'était genre. Un peu plus de 1000 entrées. Enfin, tu vois, c'était un peu chaud. Parce que Quoi. c'est ça, c'est le baromètre du mercredi matin qui va plus ou moins prédire ce qui va se passer dans la semaine. Non, mais je sais plus ce que c'était que les chiffres, mais c'était pas pas joli. bon. Ouais. C'était pas bon. Et il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça, notamment la concurrence, notamment le timing, notamment le marketing, ce changement de nom, les voix à la con. Enfin, tu vois, clairement, c'est un film qui a été mal vendu et qui, disons-le tout de suite, puisqu'il faut rentrer dans le sujet à un moment, est un chef-d'œuvre. Alors justement, avant de parler des détails, j'aimerais que, vu que, j'ai un petit twist, hein, je n'ai pas vu ces films. Mais j'accepte aujourd'hui volontiers d'être spoilé. J'espère que c'est vous aussi le cas d'auditeur pour ne pas être surpris. Vous allez me faire un petit synopsis. Hein, ça va être votre jeu de moins d'une minute. Racontez-moi le film. Ça va. Tu fais ou je vais? Ça va aller, vas-y. Ah putain, je pensais que t'allais le prendre. On est dans le New York. Alors c'est pas l'univers de base de Spider-Man. D'accord, C'est-à-dire que c'est Peter Parker, mais c'est pas le Peter Parker qu'on connaît. d'accord, Parce qu'il est blond, celui-ci. d'accord, Qui se fait tuer par le Kingpin, d'accord. donc par le Caïd. Et sous les yeux de Miles Morales. Je ne rentre pas dans le détail de comment c'est arrivé, mais grosso modo, c'est ça. Miles Morales qui se fait donc mordre par une araignée radioactive, numérotée 42, et qui devient donc du coup le nouveau Spider-Man, mais avec les problèmes que ça peut engendrer, c'est qu'il ne comprend pas comment c'est arrivé. Je suis à combien là? 30 secondes. On va dire ça. Ensuite, le Kingpin qui est fait un truc de toute façon forcément débile veut ouvrir le Spider... Enfin, c'est pas le Spider-Verse, mais c'est le multivers, parce qu'il veut ramener un truc et grosso modo, il ramène au passage des Spider-Man de plusieurs univers. Donc on va avoir entre autres Spider-Gwen. D'où le poster. D'où le poster, voilà. On va avoir Spider-Gwen, on va avoir Spider-Fatman, j'imagine, parce qu'il est un Peter Parker mais qui est un loser dans son univers parce qu'il est voilà. On va avoir Spider-Ham, on va avoir j'ai oublié Spider Noir qui est quand même ultra badass et Spider, j'ai oublié quelqu'un, Penny, donc le Spider Spider manga, ouais, qui est une forme de comment ça s'appelle la nana dans il te reste moins 15 secondes dans Overwatch, donc il y a un robot Spider-Man en fait grosso modo.
qui est une version manga de Spider-Man. Donc c'est ce qui lance le film. Ouais. D'accord. Alors maintenant. C'est pas vraiment ce qui lance le film. Non, c'est pas là. Non, mais je suis arrivé jusqu'à la moitié du film. D'accord. Votre avis déjà général, vous aviez commencé à dire que c'était un succès. Pourquoi est-ce que selon vous c'est un succès, sachant que, enfin un succès, une réussite pardon, sachant que en termes de chiffres, ça a pas l'air d'être ouf. Ton avis, Adrien? Alors, c'est une réussite en quoi ? En fait, ce qu'on savait déjà quand on avait vu les trailers, etc., c'est qu'il y avait un parti pris graphique de Maboule. Donc, on rappelle que c'est de l'animation quand même. C'est pas du cel shading, mais c'est. Si, c'est complètement du cel shading. Ouais. Donc, c'est de la texture 2D appliquée à de la 3D. Avec un post-FX, enfin un traitement de l'image complètement dingue. Il y a étonnamment artificiellement peu de frames par seconde. Donc en fait, ça donne une animation qui est un peu saccadée. Mais c'est stylé de ouf quand qui est vraiment super intéressante. On a presque plus l'impression du stop motion. Tu vois, un stop motion qui est un peu forcé vénère, versus un truc justement on pourrait faire en 3D, tu vois, sortir une animation en 60 FPS 4K machin. Là en fait c'est l'inverse et avec un parti pris graphique très très fort qui est l'insertion dans les textures de tramage qui est issu du monde du papier, issu du monde du comics. Et donc on voit cet effet de papier imprimé sur toutes les textures. Et dans la réal, dans le découpage, dans le montage, etc., il y a énormément de références au monde des comics. Notamment, par exemple, on peut voir des onomatopées apparaître lors d'un choc ou quelque chose comme ça. On peut voir le personnage penser dans des cases jaunes. On peut voir des actions simultanées séparées par des cases. Il y a énormément en fait de références au médium de base, le comics dans sa version papier. Donc en ça, j'ai vu ici et là dire que c'était probablement le film le plus respectueux, amoureux, inspiré du médium du comics. Alors c'est plus facile quand c'est de l'animation, tu vois, c'est simple. Tu vois, c'est limite, t'as aucune zéro limite quoi. Voilà. Et clairement c'est zéro limite, c'est-à-dire que c'est un film qui dure un peu moins de 2 heures, t'en prends plein la race pendant 2 heures. Tu ressors de là, t'as un peu mal aux yeux, mais vraiment dans le bon sens du terme. C'est très coloré, c'est super pop. Pop presque au sens pop art d'ailleurs du truc. Tu vois, il y a vraiment il y a quelque chose de warholien. Bienvenue sur France Culture. Non mais je suis pas invité pour ça. Non mais il y a quelque chose de très beau dans ce que ça dit de l'adaptation d'un comics au cinéma. Et des prises de risques qu'on peut prendre sur ce genre de film. Et voilà, et après, au-delà de ça, l'histoire, elle peut paraître très compliquée, en même temps elle est très très simple. Il y a le Kingpin qui veut ramener, je le dis, sa femme et son fils morts dans cette dimension, dans sa dimension de la faute indirecte de Spider-Man. Il veut les ramener en faisant opérer son canon interdimensionnel, appelons-le comme ça, par une version du Dr Octopus. Tellement stylé, putain. Il y a baston avec Peter Parker. Peter Parker tombe dans le vaisseau, ça ouvre la brèche. Il y a tous les Spider-Man qui déboulent. Des différents univers qui racontent tous leur origin story. Il y a une sorte de running gag là-dessus qui devient très très marrant. Le film est drôle. Le film, c'est ça qui quand on voit qu'il a écrit, on peut comprendre l'accent. Ouais, carrément. Sans d'ailleurs être au niveau de Lego Movie ou Attaque de boulettes géantes, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus ce level de gag. Non, mais c'est du gag à Spider-Man en fait. Voilà. C'est clairement ça. Et avec un truc, on a des Spider-Man avec des degrés différents d'humour, d'incision, tu sais, d'humour méta un peu qu'ils peuvent avoir et tout. Il y a des références à Gogo, à l'univers qu'on connaît, aux univers qu'on connaît. Donc, clairement, une œuvre encore pas mal méta qui fera plaisir aux amateurs, mais qui pourra plaire aussi à n'importe qui connaît même pas forcément le multivers, le Spider-Verse. Et c'est, je pense, une super bonne porte d'entrée en plus aux différents personnages. Et pour conclure,
c'est super émouvant, c'est super touchant parce que les personnages sont trop bien écrits, que Miles Morales est un super Spider-Man. Qu'on comprend, qui nous attache. Tu vois, ça met un petit moment à arriver parce que clairement il est pas Spider-Man du jour au lendemain, hein, il se fait qu'écro, mais tu vois, après ça prend un moment et il va avoir besoin de l'aide de tous les autres Spider-Man pour apprendre à devenir un bon Spider-Man. Et puis c'est l'essence même c'est le message même de Spider-Man, tu vois, qui est mis là en œuvre dans ce film-là. C'est probablement un des meilleurs films de Spider-Man qui a jamais été fait. Moi, j'arrive pas à le mettre à tu vois, au moins à égalité avec le premier Spider-Man de Raimi. Et je pense même qu'il est meilleur. Largement. Et je pense que c'est une des meilleures adaptations de comics qui ait jamais eu lieu. Ouais. Ah d'accord, ouais. C'est pas une adaptation en soi. Enfin, oui, de personnage, adaptation d'un personnage. Inspiré de comics, voilà. Et au-delà de ça, c'est un film qui, tu vois, dans sa réal, en tant que film d'animation, m'a mis une telle claque qui redéfinit même un peu mon standard de ce que c'est qu'un bon film d'animation en 2018. Et je regarde un petit peu, tu vois, en arrière sur des films que j'ai pu voir, en étant un peu aigri, quoi. Parce que du coup, je me dis, même des super bons films d'anime que j'ai pu voir récemment, des Pixar, des Disney, tu vois, des DreamWorks ou que sais-je, où tu vois, je me dis, putain, en fait, c'est de la merde. Enfin, tu vois, si tu peux faire ça, mais pourquoi les autres ils l'ont pas fait avant? Enfin, tu vois, tu sais, ça me fâche presque. Ça me fâche en me disant, putain, il a fallu qu'on attende tout ce temps-là pour qu'il y ait des mecs qui prennent vraiment des risques et qui fassent quelque chose qui soit aussi innovant et aussi intelligent et émouvant et bien écrit et machin et tout. Et voilà, et se retrouver avec un truc aussi bien entre les mains, ça m'a presque énervé, tu vois, de me dire, ah putain, vraiment, qu'est-ce qu'on bouffe à côté comme merde, c'était... Genre, ça t'avait semblé simple à exécuter, pas simple, parce que clairement, je pense que c'est très compliqué, mais bah voilà quoi. Pourquoi ça leur est venu à eux cette idée et pas aux gens de passage? Je pense que c'est pas les premiers qui ont l'idée, mais là où je suis d'accord avec AZ2E, c'est que finalement le souci, c'est que les Pixar, les Disney, les machins, ils sont obligés de faire une œuvre qui est simpliste et qui est dans un carcan avec un cahier des charges très carré. Tu peux pas sortir de ça. T'es obligé d'avoir une scène drama, t'es obligé d'avoir une scène tente. Et là, en fait, eux, je pense qu'ils avaient zéro carcan. En fait, ils se sont dit, ok, on fait ce qu'on veut. Ouais, et en même temps, l'histoire, tu vois. Mais ils arrivent à ce même truc en fait, parce que finalement, tu vois, la comparaison avec le premier film de Sam Raimi, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'ai pas aimé ce film parce qu'il est trop classique as shit. En fait, tu sais exactement ce qui va arriver, quand ça va arriver, comment ça va arriver, pourquoi ça arrive. Alors, c'est qu'on peut reprocher ça à beaucoup d'œuvres. Oui, des formules. Voilà, parce que c'est une adaptation. Tu vois, on peut reprocher ça à Game of Thrones sur une série parce que voilà, c'est ça, parce que c'est une origin story aussi. Mais là, c'en est une. Mais finalement, il te fait passer les mêmes messages, les mêmes codes. La même dimension dramatique du personnage adolescent qui va devoir prendre sur ses épaules sa responsabilité de super-héros et de faire a leap of faith, comme ils disent dans le film, je dois vraiment le faire que sur moi-même parce qu'il n'y a rien qui va m'apprendre à le faire finalement, ou très peu de personnes. Avec la même façon de le faire qu'il pourrait le faire dans le film de Sam Raimi, mais là il le fait intelligemment en fait. Il te redéfinit tous les codes, en te remettant finalement les mêmes codes, et c'est ça qui est quand même un tour de force. T'as des surprises qui, même si elles le sont peut-être tirées par les cheveux, vu de loin, quand tu la vois, tu fais ah putain, je le savais, mais putain c'est bien amené, qui est derrière le méchant, qui est, tu vois genre, même le caïd à travers le peu de scènes où on le voit vraiment, où on voit ses motivations, il en redevient un très bon méchant en fait. Ouais, j'ai vu des gens être très déçus alors de son chara design, mais ça. Putain, il est génial. Moi j'adore. Moi j'adore. Ouf, la petite tête classe, comme un sucre, tu vois. On caricature souvent, le Kingpin comme étant genre vraiment une armoire à glace avec une petite tête de chauve. Pas de cou. Voilà, au milieu. Bah là, ils ont fait ça, mais c'est une caricature du truc, c'est assez impressionnant. Et d'une écriture peut-être un peu faible pour lui, mais en fait moi j'aime beaucoup cette façon vraiment très sobre de son écriture, où voilà, il a
un motif, il est très clair, on l'apprend au fur et à mesure du film, il est pas méchant pour rien, voilà, et puis il fait son truc et il parle peu, il intervient un peu, mais au final aussi pour laisser de la place, tu vois, 19 Spider-Man. mais quelque part, tu vois, c'est presque l'anti, je veux dire, ce qui fait que les films de Spider-Man sont devenus tellement de la merde à partir de Spider-Man 3, c'est aussi qu'il y a une forme de multiplication, tu vois, des méchants, tu vois, et que chaque film on multiplié le nombre de méchants, et là en fait c'est l'inverse, tu vois, genre finalement on a plus de Spider-Man que de méchants, ce qui est quand même plutôt genre ce qu'on demande quand on va dans un film, tu vois, on veut plus voir Spider-Man que de voir une collecte de méchants sortis de l'étagère, quoi. Et non, je trouve ça vraiment brillant. Et côté BO, la BO elle est magique. C'est vrai que j'ai pas parlé de musique. Je vais dire, putain, elle tue. C'est... Il y a des noms, parce que du coup moi j'ai recherché plus production et tout, mais est-ce que on a des noms aussi le score, c'est un des groupes connus, non, j'imagine. C'est pas des trucs qui ont été créés spécialement pour le film. Il y a le score, en fait, il est fait par Daniel Pemberton. Mais bien sûr. Je fais une tête de je ne connais pas, mais Adrien va me frapper. Qu'on aime d'amour. The Man from Uncle. Qui, voilà, attends. Il a. En fait, moi, je le connais surtout pour son travail à la BBC dans sa jeune carrière. Où il faisait pas mal de BO de documentaires qui étaient assez incroyables. Ensuite, il a fait toute la BO des Little Big Planet. D'accord. Voilà. Donc, faut savoir que ça n'a pas vraiment de rapport, hein, là, ce qu'il a fait quand même dans le truc. Mais on le connaît notamment pour la BO de Ocean 8. Et d'autres petits films à droite à gauche comme la BO de Steve Jobs. Mais du et de King Arthur que je vois. Et de King Arthur. Mais là où donc le score est enrichi aussi d'une bande originale multi-interprète, où on retrouve tantôt du Jaden Smith ou encore du Nicki Minaj. Du Lil Wayne ou du DJ Khalil ou encore du Vince Staples. D'ailleurs, Vince Staples qui est pas mal dans l'animation en ce moment. Donc, gros hip-hop bien lourd. Il y a des sons qui sont vraiment très très bien. Et ouais, c'est super bien mis en scène et tout. Clairement, la scène où Miles Morales, on va dire, devient enfin vraiment Spider-Man, m'a foutu les poils, mais genre fois 1 milliard. Mais tu sais, j'étais des frissons de plaisir là, genre rythme cardiaque à balle et tout. Et là, c'est partiellement des scènes qu'on avait vues dans les trailers, mais qui dans le film durent un peu plus longtemps, etc. Et là, mais tu sais, j'ai eu un shot d'adrénaline et mais tu sais de plaisir, genre putain, comme j'ai pas eu au cinéma depuis super longtemps, quoi. Je m'accrochais à mon fauteuil, j'étais là putain, mais oui, quoi, j'étais ému. Je vois tout à fait la scène où il fait son costume, elle est j'ai kiffé, quoi. Bah, c'est toute cette scène là, quoi, clairement, où il prend les choses en main et il est prêt à faire son fameux leap of faith, et j'étais pas bien tellement j'étais bien, quoi. c'est émotion inconnue mais tellement agréable au final. Dernière question, j'ai lu qu'il y avait des spin-offs en préparation. Qu'est-ce que vous enfin, j'imagine que la fin est relativement ouverte. Est-ce que il y a rien qu'à liquer, hein, je pense, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez revoir? Est-ce que des personnages ou d'autres personnages, enfin des spin-offs purs, hein, vraiment genre qui soient je sais pas ce que tu entends par spin-off et je sais pas un film Spider-Verse, Spider-Gwen ou Spider-Verse, un autre personnage. J'aimerais trop un Spider noir. Je crois, ça je suis pas certain. Donc c'est Nicolas Cage qui joue Spider-Man noir, ce Spider-Man années 20 polar. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Noir. Hein, cool. Qui dézingue des nazis noir. Et tout, et qui est, tu sais, genre ultra émo pour rien. Enfin voilà. Il est trop bien. Je pense qu'un titre vraiment pour Spider-Gwen, ça serait ultra mérité, parce que son personnage est ouf, que ça le mérite, que son origin story aussi est, bien que un peu tiré par le cul, tiré par les cheveux, est mortelle. Et puis voilà, il y a un gros potentiel, c'est sûr sur elle. Mais j'ai tout aussi envie de revoir Miles Morales parce que là, il prouve que un Spider-Man autre que Peter Parker a vraiment sa place aussi au cinéma. Et j'espère que les gens accrochent à ça et que une origin story à peine différente, mais différente quand même,
et représentatif d'une autre communauté peut trouver sa place, quoi. De toute façon, en comics, Miles Morales, c'est un carton pur et dur. Ouais. Genre, c'est mais un putain de Spider-Man. Et, perso en librairie, c'est tout ce qu'on me demande. Hein. C'est les Ultimate, Ultimate. D'accord, ok. Non, il est vraiment excellent. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un spin-off là-dessus, enfin un spin-off ou un deuxième film avec du Morales dedans, c'est sûr et certain. Mais pour revenir sur Spider-Gwen, enfin s'il y a un spin-off, c'est obligé que ce soit sur elle. Ça reste le second rôle du film le plus intéressant, le plus montré, qui a le mise en avant. Donc c'est clairement. Puis pareil, le comics fonctionne. Je pense assez bien. Il est super intéressant comme personnage et il amène vraiment une autre douceur, je veux dire, dans le personnage de Spider-Man, quoi. Genre, dans le personnage général de Spider-Man pour une Spider-Woman, quoi. Il est vraiment cool. Donc, ce serait vraiment bien. Quittons les cieux et les toits de New York. Ah, ok. Peu importe leur version. Enfin, non, vas-y, go. Alors, dis-moi ce que tu pensais, ce que j'allais faire, parce que j'adore qu'on essaie de réfléchir à ma place. Non, Vas-y. je faisais en off à Z2E, c'est marrant parce que quand je suis sorti du film, j'ai pris ma tablette pour lire les comics et je suis tombé sur Age of Spider-Man, of Spider-Geddon, pardon, qui est donc l'arc en cours en ce moment sur Spider-Geddon, l'Armageddon Spider-Man. Et donc je commençais un comics sur Penny, donc la Spider-Woman qui a un robot comme Spider-Man. D'accord. Et je trouvais ça trop marrant parce qu'il a rien à voir avec ce qu'il y a dans le film, parce qu'elle est plus dans un mecha type Evangelion plutôt qu'autre chose, donc c'est ultra stylé. Mais voilà, elle fait partie de l'univers 16202, je crois. Ok, justement, je me demandais, parce que je connaissais Spider-Man noir, je connaissais Spider-Gwen, je connaissais Miles Morales, mais j'avais pas, tu vois, une certitude absolue sur elle. Ouais. Et Spider-Ham aussi, en fait, je l'avais déjà vu, mais je sais, enfin, tu vois, du coup, j'étais à peu près certain qu'il existait, mais vraiment sur elle, j'avais quand même un gros doute en me disant, est-ce que elle a été inventée pour l'histoire ou pas? Et elle a pas été, enfin, à quel moment elle a été inventée? Je pense bien avant, mais je sais pas, connais pas du tout son histoire ou quoi que ce soit. Du coup, là, ça me faisait dire, ok, ils l'ont pas inventé pour le film, que j'ai eu la même réflexion que toi. Il y a aussi un Spider-Man qui est un Sentai. Le gars, il conduit un robot type, tu vois, des. Alors fais gaffe parce que je le connais ce truc et tu ne bitches pas sur. Mais il est trop cool. Léopardon et sa moto et donc son robot qui est un léopard. Mais ça défonce de ouf. Il a une épée de malade, le truc, c'est trop bien. Enfin, moi j'ai kiffé quand j'ai lu ça dans Spider-Geddon. Donc du coup, non, c'est très. En fait, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, au tout début du Spider-Verse, je commençais à cracher sur le truc en disant putain, les mecs, ils ont pas d'idée pour créer tout et n'importe quoi. Et en fait, quand tu plonges dans l'univers, il est vraiment cool en fait. Il est bien construit, il est bien intéressant et surtout les interactions entre les différents Spider-Man sont tellement marrantes. Donc lisez Spider-Geddon par exemple, c'est bien. Ok, c'est noté. Donc vous m'avez niqué ma transition. Il faudra demander aux auditeurs de revenir au début pour atterrir dans l'eau et rejoindre Aquaman et ses amis les poissons. Car, encore une fois, je n'ai vu que le trailer. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble à Assassin's Creed sur des toits en Grèce. Ah, c'est marrant. Et que, parce que j'ai vu ce long trailer il y a longtemps. En Italie, mais ok. Ah bah oui. Et que l'animation CGI des cheveux dans l'eau était quand même assez cool, ce qui était mon inquiétude principale. De là, on va repartir comme pour Spider-Verse, en présentant le film de 2018 naturellement, de Warner Bros. Pictures, qui reste dans ce qu'on appelle le DCEU, même si j'ai lu des articles qui disaient que ce film faisait tout pour s'en échapper, si je me trompe pas. Ouais. On retrouve Jason Momoa dans le rôle de Arthur Curry Aquaman et Amber Heard qui avait eu une brève apparition dans Justice League en tant que la reine princesse Mera. D'Atlantis. Scénario, on retrouve Jeff Johns qui, encore une fois, a les mains partout avec son petit pote, on va l'appeler comme ça, ou Bad Boy. Comment il s'appelle? Greg Berlanti. Les deux sont cul et chemise dans toutes les productions, en tout cas audiovisuelles de DC Comics. Et c'est réalisé par James Wan, un réalisateur australien qui est à l'origine de Saw, The Conjuring et
Insidious 2. Quand j'ai des préparé ça, films de super-héros, quoi. c'est ça. Non, mais c'est toujours drôle de voir qui vont chercher pour ci ou ça et de voir parfois les résultats concluants ou moins pour tel ou tel film. En l'occurrence, James Wan s'était un tout petit peu échappé du film d'horreur en passant par Fast and Furious. Oui, alors je me demandais, Furious 7, est-ce que c'était le titre anglais de The Fast and the Furious? Bon, bref, on s'en fout, c'est fini. Oui. Non, c'est pas fini. De quoi on parle? C'est plus long que le MCU ou les Transformers. Bientôt. Synopsis par les chroniqueurs. Alors, je vais vous voler la vedette, et vous dire ce que je pense que ce film est, parce que c'est ce que j'ai lu 100% des mois avant. Alors, il n'y a pas de doute, tu vas pas te tromper. si je me trompe pas, depuis la fin du mois d'août, il y a déjà des press screenings qui ont été faits et des tests d'audience de public auprès du public pour le film, avant d'être raboté, modifié. C'est ce qui se passe souvent en fait pour des grosses sorties. Et dès le début, apparemment, les avis des fans et des personnes qui ont eu la chance de le voir en avant-première étaient assez contents, ce qui était une surprise pour tout le monde. On en parlait hors antenne d'où ce film fonctionne après tous les échecs que le DCU et Warner a pu avoir avec Justice League et consorts. Beaucoup ont dit que c'était un Thor sous l'eau. Donc je jette le truc direct. Thor sous l'eau. Donc j'imagine que on promet à une personne d'avoir la couronne d'un royaume, mais que la personne refuse plus ou moins, mais que l'adversité et le devoir appellent notre héros à devoir prendre un rôle qu'il n'avait pas envie de prendre à la base, et de gagner contre les méchants qui se battent avec des CGI monsters. Voilà, c'est ça. On se retrouve. Putain, quand il avait préparé. Mais il y a des chances que je finisse cette phrase là. Non, mais c'est ce que les trailers me vendaient. Par contre, et là je vais spoiler mon avis parce que j'ai toujours pas vu ce film, mais toutes les personnes qui ont eu la chance de voir le film sont sorties avec l'espèce de mou qui veut dire c'est bien, mais en fait c'est mieux que ce que je pense. Ce qui ne veut rien dire en fait. C'est bien, mais c'est mieux que ce que je pense. Alors du coup, je vais pêcher votre avis à vous, messieurs, qui êtes autour de moi, pour savoir si je dois ou pas aller voir ce film. Est-ce que vous pouvez me faire un synopsis un peu plus... Alors, vas-y. Juste. Vas-y, Et t'as pour le envie coup, de le faire. là, je vais vous chronométrer. Adrien, t'as 1 minute à partir de quand tu commences. Alors, Top. quand un gardien de phare et la reine d'Atlante s'aiment beaucoup, ils... Comment t'expliquer, Eric ? Ils font des choses. Quand ils s'aiment beaucoup, ensuite, la maman, elle a une graine dans son ventre. D'accord. Et ça fait un petit garçon qu'on appelle Arthur. Ah. Parce que ça sera comme un chevalier de la table ronde plus tard. Ah. Et peut-être que son destin, ça sera d'unir 2 peuples, tu vois, genre un peuple qui est plutôt orienté baseball et d'autres trucs, et d'autres qui sont plus orientés course à dos de poisson. D'accord. Et comme la maman, elle avait pas le droit d'être là, elle se fait rattraper par des stormtroopers qui débarquent C'est chez méchant, elle. C'est pas des stormtroopers, déconne pas. C'est moins bien. Ouais, non, déconne pas. Ouais. Qui débarquent et qui essayent de la défoncer. Elle est repartie et ensuite tuer, donc, ouais. Arthur il va vivre sa vie tranquillou, il va passer par la Justice League, mais il va pas trop avoir envie de s'occuper de ce territoire sous-marin dont il sait pas grand chose si ce n'est que des fois les poissons ils lui parlent et ensuite il va devoir prendre le royaume parce que la vie, le destin, le scénario. Et c'est le scénario, voilà. Voilà, 1 minute 20, ça va. Non, mais ce qu'on peut dire, Je veux dire, ce qu'on oublie. en gros, c'est que on a au début du film 2 personnages full CGI, Nicole Kidman et le papa, pour montrer qu'ils sont jeunes. Donc, gardien de phare, tout ça. Ils font un mioche, ensuite elle se fait appeler et elle doit retourner dans la mer. On comprend que elle va se faire taper sur les doigts parce qu'il fallait pas les fricoter avec le gardien de phare. Et qu'elle avait un mariage à honorer et qu'elle devait faire un autre mioche qu'elle va faire. Donc Aquaman va avoir un petit frère, quoi, Un demi-frère. Mais qui lui sera un pur sang, quoi, tu vois, il sera pas un sang mêlé. Ouais. Il y a trop de références dans cette... Et un jour, donc Aquaman il va grandir tranquillement, il va se rendre compte que à l'aquarium local il peut parler aux poissons.
C'est une scène. C'est une de mes questions. Une scène qui est Ouais. quand même un peu ridicule de ouf, hein, mais bon. Arrête, elle est trop bien. Je pense qu'elle est censée faire. Je pense qu'elle est Casser le censée, truc tu direct. sais, ouais, voilà, c'est ça, genre tout de suite dire ah Lénine, tu parles au poisson, et puis en fait, ça fait, bah oui, je parle au poisson, voilà. Et puis, bah, un peu plus tard, on retrouve un Jason Momoa full body attack, tu vois, genre le mec. Post Game of Thrones. Le mec, il va au club, quoi, tu vois, Ouais. il pousse un peu des. Il lit sa pousse carte la vraiment. Il est. Ouais. Genre lui, il fait Freeletics et tout, quoi. Ah ouais. Et du coup, bah là, il arrête des pirates de la mer. Genre, il rentre dans un. Enfin, non, il rentre pas d'ailleurs dans un sous-marin. Il porte le sous-marin jusqu'à la surface. Là, il rentre dans le sous-marin. Il se tabasse avec tout le monde. Et puis là, bah, il y avait un mec super méchant. Un méchant super badass qui a toujours la même note de musique dès qu'on le voit à l'écran. Ah ouais, c'est Super vrai, chiant. comme Wonder Woman. C'est vrai, mais sauf que lui, son Pas la thème même. est nul. Alors, globalement, il faut savoir que sur tout le film, la musique, il y a vraiment un truc. La meuf s'appelle Michelle Silverman, j'ai noté son nom. Elle est musique coordinateur. Ouais. Alors, elle a été en RTT tout le long du film. Elle a rien coordonné. Elle a rien coordonné, mais du tout. Genre, on dirait que, tu sais, sur chaque scène, il y avait des choix différents musicaux. Tu vois, il y avait un mec qui était là, genre, non, mais moi j'aime bien Francky Vincent, je vais mettre du Francky Vincent. Enfin, bon, il a pas mis Francky Vincent, mais presque. Il a mis Pitbull qui chante Toto Africa pour une scène, genre, mais complètement Ouais, c'est random. chaud. Un peu plus tard, il y a des inspirations de Tron, mais qui sont abusées. En fait, ça pue l'histoire de la temp music, tu sais. Ouais. Genre, ils mettent des musiques en référence, puis ensuite ils demandent au gars de genre refais la même chose parce que Il j'ai change trop 3 maté, notes. j'ai trop maté mon montage avec cette musique-là, donc je n'arriverai pas à m'en défaire. Refais-moi la musique de Tron, s'il te plaît. Vraiment, ça pue cette histoire-là. Il y a des inspirations de Virgin Suicide, pas mon, enfin genre des trucs. Ok. Mais tu sais, la musique, c'est nimp. C'est vraiment, vraiment nimp. Bref, qu'est-ce que je racontais Je sais même plus ce que je Je sais pas, racontais. des poissons. Oui, donc voilà, il va défoncer le méchant là. On entend toujours la même musique, voilà. Et là, Jean-Michel Manta, Réventa. Black Manta. Ah, c'est pas Réventa Le futur Black Manta. Voilà, le futur Black Manta. On bourre son origin story en 3 plans. Oui, mais ça suffit, franchement, d'avoir été plus long que ça. Ça a été relou, suffit, quoi, mais genre, c'est dégueulasse quand même. Enfin, genre la manière ouais, mais dont c'est amené, quand tu c'est vois le temps de dégueulasse. film qu'il a finalement, Est-ce c'est ridicule. Alors, question C'est de vrai. la personne qui n'a pas vu, est-ce que c'est un personnage qui est présenté comme ayant un problème et qui souvent il Non, est pas c'est- content? C'est une histoire de vengeance, c'est juste un Ouais, c'est ça, pirate c'est genre et au bout d'un C'est un moment pirate, rencontre il voit son père masque mourir noir. sous ses yeux. à cause d'Aquaman. Plus ou moins à cause d'Aquaman. Alors bien sûr, tu sais, genre c'est pas vraiment de sa faute. Et puis ensuite, il n'aura que la vengeance comme au idée. cœur, ouais. Bah, ça va produire cette espèce de deuxième vilain du film, parce que c'est pas lui le grand vilain, c'est vraiment un side. Enfin, tu vois, c'est vraiment un horrible. side vilain. C'est horrible parce que Black Manta, ça reste quand même un vilain vraiment merdique, je trouve, dans les comics. Et là, franchement, l'avoir mis, il est bien référencé à l'écran. Ouais. C'est le vilain comme il est dans les comics. Il est vraiment très bien, Ah oui, oui. mais il reste ridicule parce que c'est Black Manta. Bah, parce qu'il est tout droit sorti de Bioman. Bah, habitué. Que vraiment. Alors pour toi, t'aimes bien les Sentai, Sentai, tu vois, donc pas de problème. Mais vraiment. Oui, ça fait t'sais, monstre on de... s'attend à ce qu'il fasse genre. qui fasse bouger ses membres. Non, ouais. avec sa tête ridiculement grosse. Mais encore une fois, ça reste le comics. Et dans le comics, il est vraiment comme ça. Oui. Et dans le comics, tu dis, mais il est ridicule. Et à l'écran, tu dis, il est ridicule. Oui, Voilà. oui. Bah alors, enfin bon, on en Ouais, parlera tout ça, en conclusion, hein, mais il y a quelque chose, moi que. Bon, on en parle maintenant. Oui. Ok. Alors, j'ai pu lire. Ici et là, des gens qui sont très contents de ce film parce que c'est un film qui se prend pas la tête. Allez, oui, c'est un peu gogol et tout. Parce que, oui, clairement, le film est bien. Ouais. Bien con. C'est-à-dire que vraiment, enfin, c'est con, quoi. Ils embrassent le ridicule du personnage. Mais alors, En de fait, l'univers. Tu t'attends à tout. En fait, tu sais comment ça va se dérouler du début à la fin et tu sais exactement comment ça va se passer. Il y a Zéro surprise. zéro embrouille, quoi. Mais le film est d'un linéaire au possible. Ouais. Ça, mais c'est ouf. Enfin, vraiment, tu vois, il y a un truc de rythme. Clairement, il lui faut 1 heure à Aquaman. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais arrêter carrément de raconter l'histoire. Mais en gros, il lui faut 1 heure pour à peu près avoir sa quête principale, son MacGuffin. Genre, on va lui dire, en fait, il faut que tu cherches le trident. Parce qu'avec le trident, tu vas pouvoir devenir roi. Et comme ça, le demi-frère, eh ben, il va arrêter de vouloir chercher la guerre avec les humains. les surfaciens. Et donc, Les bipèdes. voilà, les bipèdes.
Et comme ça, donc il y a la guéguerre entre les deux parce que les hommes polluent, parce que voilà, c'est pas bien, il faut les embrouiller. Et donc Orm, son demi-frère, il n'y a pas de roi des 7 kingdoms, des 7 royaumes sous-marins, des 7 mers. Donc du coup, ok, il va partir à l'embrouille et puis de toute façon un peu guerrière avec son comment on appelle ça, Fidèle destrier. son fidèle numéro 2 qui est ni plus ni moins que le bouffon vert, William Defoe. Ah oui, putain, je vais zapper. Rétrograde. Il va essayer de monter une guerre de toutes pièces pour aller foutre sur la gueule aux terriens. Et donc Aquaman, bien sûr, il est appelé par Mera. Mera lui dit ouais, tu sais quoi, c'est toi le roi, il faut que tu viennes. Qu'est-ce que tu fais rappelle-moi. Qu'est-ce que tu fais, en plus je te trouve très beau gosse, moi je suis regarde, moi j'ai un super décolleté. Mais le mec, j'ai changé de couleur. Je raconte tellement mal l'histoire. Non, franchement tu l'as dit. Enfin, ok, je t'arrête là. Joker, tu n'as pas le droit de finir cette histoire. Non mais je comprends complètement où veut en venir Z2E, parce que effectivement, comme on l'a dit, le film est chiant as fuck dans l'histoire. On sait exactement comment ça va se passer. Il y a aucune surprise, zéro suspense possible sur toute la lignée. Genre, oh, la mère elle est morte, oh les méchants, mais peut-être la mère morte. Peut-être qu'elle ne l'est pas. Ouh là là. Voilà, c'est peut-être qu'au début elle était en CGI, donc ça me fait penser qu'à un moment on la verra plus vieille. Oui, c'est voilà. ça. Peut-être. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Et finalement, voilà, il gagne à la fin. Ouh, tout le monde est content. C'est zéro suspense, zéro scénario. Les mecs, encore une fois, cahier des charges, carcan as fuck. On veut pas sortir de ça. Et du coup, zéro surprise. Alors, je peux te couper juste sur ça. Vas-y. Est-ce que c'est parce que DC a évité jusqu'aujourd'hui? Et ce qu'ils auraient le côté zéro surprise. Non, le côté cahier des charges. Parce que clairement, dans les premiers, c'était des créations, c'était vraiment ils avaient peut-être osé des visions trucs qu'il fallait pas faire. Et là, ils ont fait en premier, et puis voilà quoi. Mais là, pour le coup, ça reste. Et là, je sais que Adrien est d'accord avec moi. Ça reste le meilleur film du DCU à ce jour. Alors, est-ce qu'on peut dire d'où on part? Alors, mais en fait, c'est pas le problème. Là où je vois vraiment un truc vraiment bien. Ok, genre pour dire un défaut, il faut que tu dises 3 qualités. Les bastons sont vraiment cool. Ouais. Parce que peut-être que pour la première fois, il y a eu un chorégraphe. Ouais. Et du coup, genre, toutes les scènes d'action sont intéressantes, lisibles, peut-être parce que pour la première fois, il y a un bon réal. Grave. Non, mais donc, lisible, c'est super important parce qu'elles sont belles. Le film est plein de couleurs et de tentatives, et c'est peut-être en ça qu'on peut dire que c'est un tort sous l'eau. C'est que graphiquement, je vais pas dire que c'est beau, mais ça tente un truc. Au moins, on n'est plus du tout dans la grisaille. Alors, c'est marrant, c'est un des trucs que je reproche le plus au film, c'est qu'il est trop coloré. Quoi. Mais par contre, en fait, donc, il est très coloré et tout, tu vois, c'est différent, c'est marrant, c'est comics peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais au moins, on sort de la grisaille du truc. Par contre, c'est tellement full CGI que c'est pas toujours Jojo, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est pas dégueu, hein. Il y a même des trucs qui sont plutôt beaux. En fait, c'est ça qui me fait chier avec ce film, c'est que clairement, je passais tout le temps d'un sentiment à l'autre. En vrai, t'as un plan qui est mortel pour 9 plans qui sont... Ouais. Et tu vois, à la fin, je peux même pas dire... j'ai du mal à dire que c'est le meilleur film du DCU, ce qui est peut-être le cas, tu vois. Mais ça tente plus en même temps que de tenter beaucoup moins, quoi. Ouais. Tu vois, ok. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais, il faut voir d'où on part. C'est pour ça que je disais, il faut voir d'où on part. C'est que d'ici, il n'a pas l'habitude de faire ce genre de film. Non, en tout mais cas, évidemment, on part de bas avec les deux derniers. Enfin, non, j'aurais dit on part de haut, au contraire, parce que la volonté était énorme. Dans l'exécution, après, ils se sont dit, on va faire un truc plus simple. Quand je dis qu'on parle de bas, c'est que oui, les 2 derniers films qu'il y avait sur le DCU étaient, à notre avis, assez mauvais. Donc ils pouvaient pas faire pire encore que ça. Et là, effectivement, ils sont restés sur un truc simpliste en disant ok, on sait ce qu'on doit faire, on fait une histoire assez classique. Point A, point B. Avec un petit love interest, une petite histoire d'amour. Mais qui est bien faite en fait, qui est pas méchante, qui est bien faite. Arrête. Non mais prends-moi la main. On la voit venir, mais puis, elle est simple encore une fois. On sait qu'elle va arriver et au moins on nous fait pas chier avec ça en fait. Ouais. Tu vois, genre, on perd pas 15 ans sur le love interest en disant est-ce qu'ils vont
si, comment ils vont venir ensemble, on sait, c'est bon, ils le font assez naturellement et ça passe bien. Il y a un petit côté, tu vois, pour revenir sur le côté full coloré que moi j'aime pas des masses, c'est que finalement je trouve que la ville sous l'eau, même si elle est quand même assez bien faite, elle fait trop futuriste pour rien en fait, et je trouve ça dégueulasse en fait. Il n'y a pas assez de profondeur en fait. Là il y avait un petit truc dans l'océan. Là il y avait un petit bah oui, genre oui, parce que quand tu vas sous l'eau en fait comme t'es un Atlante, ben, tes yeux ils s'adaptent et du coup tu vois vraiment les couleurs. Non mais même tout, la ville coup, en architecture, en tout, elle fait ultra futuriste en fait. Ouais, ben ça en fait, j'ai vu quelqu'un comparer en fait le film à Black Panther sur pas mal de points, notamment sur le côté, c'est une civilisation qui se protège de l'extérieur et en fait qui est ultra avancée technologiquement. C'est le même reproche que je faisais à Black Panther. Oui, vite fait quoi. Enfin, oui, bah. Genre, après, la ville qui s'isole. Après, il y a des trucs qui sont cool. Enfin, il y a des idées qui sont. Il y a un petit côté. Alors, je vais me faire taper. Indiana Jones dans l'idée de la. Complètement. Complètement. Du trident. Oui, que moi je trouve bien en fait. Non, mais en fait. Qui est amusante, qui casse pas trois pattes à un canard, seulement... mais qui a le mérite d'être là, qui change un peu visuellement les trucs. Dans Indiana Jones, il y a des vrais rebondissements, il y a de la vraie aventure et tout. Alors que là, c'est quand même genre, on va d'un point A à un point B. Point B, ok, il va falloir que tu ailles au point C. Allons au point C. Au point C, il faut que tu ailles au point D. Allons au point D. Je dis pas, c'est Indiana Jones, si ça a un petit côté Indiana Jones. Bah, c'est le MacGuffin quoi. Ça a le mérite de te sortir du côté sous-marin à ce moment-là, de donner un côté complètement aride à la situation et vraiment à l'opposé de tout ce que tu pouvais penser. Non, il y a un petit moment un peu kitsch, un peu sympa, je trouve. Moi, j'ai passé un très bon moment sur ce film, en fait. J'étais étonnamment surpris de ne pas voir les 2h23 passer et de me dire ok, c'est bien, j'aime bien. Et pourtant, moi, je suis pas ultra fan de ce genre de gars qui est vraiment simpliste à souhait. Non, il y a des petites scènes marrantes qui m'ont fait rire. Clairement, le coup des marins au début qui vont dire en disant ouais, c'est toi Aquaboy, machin. Je trouvais ça marrant. Je m'y attendais, mais ok, c'est Waterboy, c'est toi. Ouais, c'est un truc comme ça. Du coup, moi j'ai une question par rapport. Je pense qu'on va commencer à conclure sur le DCEU. Donc, je savais avant que les premiers articles de presse sortent que DC souhaitait s'éloigner de tout ce qui a été fait, en tout cas dans les prochains films de justement Justice League et de BVS. Du coup, est-ce que ce film réussit à partir un peu de ce carcan, et surtout, est-ce que vous pensez que l'avenir de DC se situe dans le mainstream, enfin espèce de cahier des charges un peu bateau où en fait on va faire des origin story un peu, enfin 1,5 et juste voilà lancer les personnages, quitte à faire un Justice League 2 mais qui sera plus dans l'idée d'Avengers et compagnie. Avant, il se passe avant GLA ou non, c'est après. Ouais, c'est bizarre ça. Juste ça m'a, je suis un peu. Ouais, bah en fait, c'est DC qui a prévu comme ça. En fait, en gros, ce qu'on sait, c'est que Aquaman existe avant d'être le roi, quoi. Tu vois, c'est ça que ça veut dire, et que il n'a jamais, voilà, tu vois, il est pas encore roi. Il a jamais été Atlantis. Il a. Ouais, c'est juste ça. En fait, constamment dans le film, j'étais en train de me dire, mais je croyais qu'on était après, mais j'ai l'impression qu'on est avant. Non, on est complètement après. Ok, d'accord, c'est un peu bizarre. Ils ont plus la Motherbox qui se sont fait voler en 2 minutes la dernière fois. Mais en fait, voilà, tu vois, justement, le doute, il est là parce que ça se joue en une phrase. Il y a vraiment une phrase où, en gros, on dit. Enfin, Mera, elle vient et elle dit, mais t'as aidé. T'as aidé Wetsé la dernière fois là et dans la Justice truc là, tu sais. Et donc comme ça c'est vite bâché. Effectivement, il n'y a pas de dépendance. Alors effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une origin story? Oui, une demi-origin story, parce que quand même vraiment il y a le passé, donc si, c'en est une en fait. Ouais, mais c'est vrai que ça c'est assez vite vu. En plus, bon, tu vois, c'est dispensable pour le coup, genre c'est le truc de l'histoire le moins intéressant. Et est-ce que ça devrait aller plus sur des trucs comme ça? Oui, c'est sûrement le moyen de s'en sortir. Est-ce que ça doit être plus cadré? Par contre, je sais pas, parce que cadré dans quel sens? Bah non, mais tu dis toi charté, voilà, parce que c'est plus classique en fait, genre c'est plus, et en fait je trouve qu'on met dans le même panier des notions qui sont pas exactement les mêmes. Enfin, il y a une différence entre codifié, charté, genre j'ai vu que le film était genre conscient de sa légèreté. Tu vois, de son côté comique, c'est de son côté machin. Et moi, c'est un truc qui me fait chier parce que du coup, ça sous-entend que
comics égale neuneux et que tu vois parce que tu fais un film assumé, ça, c'est le truc qui m'énerve. Genre ouais, c'est assumé, donc du coup genre ça a le droit d'être un truc des bilos genre à la God of Egypt ou tu sais la guerre des titans ou je sais pas quoi. Tu vois ce genre de film là, genre ah ouais enfin je oula ouais là tu vas chaud mais tu sais genre ouais allez c'est un truc de beauf mais on le sait tu vois. Oui mais bon c'est pas pour autant que t'es obligé de céder à toutes les facilités du monde et éviter d'avoir des dialogues cool et puis éviter enfin bon. Alors voilà, les scènes d'action sont bien, donc du coup le film il est bien. Je sais pas, moi j'ai du mal à être aussi enthousiaste que beaucoup de gens du Bouya Comics Club là, tu vois, qui sortent du truc en disant c'est génial. Alors je sais pas si on compare au reste du DCU, oui, maintenant ça reste un mauvais film, enfin je suis désolé. Non mais ça reste un film d'action basique, c'est tout. Maintenant effectivement, en fait tu le cadres quand tu vas le voir, tu te cadres forcément à ce qu'il a déjà été créé et là où tu as déjà vu Aquaman en fait. Ça m'emmerde de faire ça. Ouais, je t'emmerde maintenant. Bon, de toute façon là justement au boulot j'étais en train de regarder tout ce qui allait sortir cette année en comics et pas comics. Je pense qu'il y a du lourd, comme du bon lourd. Naturellement, il y a Infinity War. Je pense que ça va être un début d'année de folie côté Marvel avec Captain Marvel et juste le mois suivant Infinity War. Non, pas du tout. Endgame. Et qu'est-ce qui sort chez DC Chez Wonder Woman 2. Ouais, 84 qui sortira qu'en novembre. Donc on a le temps de voir venir. Mais je crois, il me semble que c'est leur seul. C'est peut-être là aussi une bonne idée de temporiser et de faire film par film, histoire de pas se faire bâcher 4 fois par an. Donc on recommande. Alors Spider-Man, est-ce qu'on recommande ? Oui, c'est obligé. Alors je vais même le formuler autrement. Vous devez y aller s'il est encore au cinéma. Oui, parce que là on est tard. Ouais. Parce que allez voir un bon film de super-héros, allez voir quelque chose qui est vraiment innovant. Au cinéma, en termes d'animation, si vous pouvez le voir en VO, c'est formidable. Sinon, la VF, il paraît qu'elle est pas si mal. Et puis de toute façon, dans quelques mois, il sortira en VOD, donc. Alors voilà, sinon il restera ça. C'est peut-être un film qui vivra aussi super bien sa phase d'exploitation, tu vois, enfin hors salle, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y aura de l'argent ici aussi. C'est dommage que ce n'ait pas été un carton plein dès le début parce que ça aurait sûrement envoyé un signal. Je suis super étonné en fait, j'avais pas regardé du tout les chiffres d'entrée, mais je suis super étonné qu'ils fassent un truc aussi bas en fait, parce que sur tous les réseaux, tout le monde en parle comme si c'était une tuerie. Oui, mais parce qu'on est dans des cercles de gens mais ça résonnait vraiment comme un truc, tout le monde l'a vu, il cartonne de ouf, il est franchement bien, et je suis assez étonné du résultat. Quoi, mais les explications que tu as fournies expliquent complètement le fait, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est obligé de le voir, effectivement. Et Soulja Aquaboy, qu'est-ce qu'on recommande ? Adrien, t'avais l'air quand même très tiède. Non, c'est un film de Noël, point. Est-ce que c'est même pas un film de Noël de toute façon ? Non, parce qu'il y a des films de Noël, vraiment. Non, c'est un film que tu vois dans les périodes de Noël parce que c'est simple. Allez-y pour voir un film d'essai compréhensible et qui pète pas plus haut que son cul. Voilà. Allez-y pour la scène des Gremlins sur le bateau. Allez-y pour les fusées de détresse qui tiennent sous l'eau. Et ça, c'est vrai, hein. Allez-y, c'est vrai ? Pas très longtemps. Parfait. Il a déjà été naufragé, tu sais. Parfait. C'est bien pourtant. Allez-y pour les costumes de Chevalier du Zodiac. Ça on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. On peut le dire. Les armures sont absolument dégueulasses. Dégueulasses. C'est du plastoc complet, c'est vraiment dégueu quoi. Et visuellement c'est horrible. Et juste une dernière chose sur Aquaman parce que c'est la personne à qui je suis allé le voir m'a fait encore remarquer. C'est ton anniversaire aussi, donc tu peux. Je l'ai pas là. Je l'ai pas, vas-y. Non, du coup, je demande une explication à Joker. Non. D'accord. Ouais, ok. Et je te disais quoi ? Oui, c'est encore dommage, parce que je l'avais dit pour Venom, et je le redis ici, c'est encore une fois les personnes qui se battent pour la pollution, contre la pollution et pour la planète qui sont les méchants. Et c'est vraiment, en fait, quand ce point de vue-là, la personne avec qui je suis le voir m'a fait encore la remarque, et je me dis, putain, c'est relou, c'est vrai en fait. Parce que Aquaman, il se bat pour la pollution. pour permettre aux humains de continuer à polluer. Finalement. Il y a toujours ce truc de le combat, il doit se faire ensemble et tout, mais du coup le combat du coup ça change pas. Du coup le combat n'a pas lieu. Donc voilà. Méta. Et du coup donc recommandation un peu plus tiède pour Adrien et pour toi ? Non, mais je vais pas motiver les gens. Si on doit choisir, faut aller voir Spider-Man.
Moi j'ai dit pour les deux, c'est pas grave. Mais c'est un bon film, voilà, c'est pas mauvais. La blague de Pinocchio, putain. C'est la fin de cette prochaine émission, le vendredi 18 janvier 2019. Et quelle émission? Ce sera la 110, donc la 1. Mais surtout la 110, donc les bouilladors. Eh oui. Il y a deux trucs, j'ai toujours pas compris, je suis désolé. Un l'anniversaire et la 1, là je l'ai pas. Donc, vous ne pouvez plus voter en principe. Si vous pouvez encore le faire, continuez. Vous avez la possibilité, vous aviez la possibilité de le faire dans le Bouillet Comics Club et c'est tout. Il y a des formulaires, non. Par contre, au moment où vous entendez cette émission, il est toujours temps de vous inscrire à l'événement Facebook des Bouilladors qui auront lieu en live le 12 janvier. C'est ça, le 12 janvier, le samedi 12 janvier. En public, il y aura un bouillapéro, on va boire des verres ensemble, ça va être top. Il y aura des cadeaux, il y aura des invités. Les cadeaux, on est sûr, parce que jusqu'à présent, on est certain des cadeaux. On a tellement de cadeaux. On aura l'émission enregistrée en live avec la révélation, du coup, en direct de vos votes. Ça sera à Paris. Toutes les informations sont dans l'événement Facebook. Inscrivez-vous vite parce que ça nous aide à savoir combien de personnes il y a et à préparer tout ce qu'il faut. Dès que tu finis l'épisode, tu fais quoi? Tu vas te inscrire, voilà, surtout si tu peux venir. Et si jamais t'as pas Facebook, je sais pas, envoie-nous un petit mot comme ça, on peut te compter. Voilà. Ça marche aussi. Non, c'est la façon débilisante de le dire. Si t'as pas Facebook, tu nous envoies un petit mot. Si tu n'as pas Facebook, comme ça on sait qu'on peut te mettre dans les comptes. Demande à ton papa et à ta maman. Non, on n'a dit pas les familles. Et prends des ciseaux. En faisant attention de ne pas te couper. Voilà, tu vois ça à la Plaine Saint-Denis, CEDEX. Non, on n'y est pas encore. Non, on pas déçu que les votes des gens qui votent sont vraiment les votes qui donneront les votes de la fin. Ah oui, non mais là vos votes sur le formulaire sont l'unique critère pour déterminer le gagnant. On triche pas cette fois. On l'aurait dit. Je comptais complètement overrule, voilà. C'est pas de l'ordre de 10% des votes, non, c'est 100%. 100% des votes sont attribués par nos auditeurs. Alors dans le règlement, on a dit qu'on faisait un peu ce qu'on veut, donc s'il y a un résultat qui nous plaît pas, le règlement ça te va? Je sais pas, non, je sais pas, jamais. Ces awards, ces récompenses, parce qu'on va pas dire awards, ces récompenses sont complètement arbitraires, décidées par nous-mêmes, mais qui dépendent de vos votes à vous. Donc continuez à participer si vous avez encore plaisir, sinon c'est trop tard. Et donc sinon inscrivez-vous pour découvrir donc ces résultats avec nous, en notre compagnie et avec nous. Et ça sera cool. Et ce sera en notre compagnie. Il y aura du d'abord aussi et du champomis. Peut-être des gens qui voudront rendre un chien. Du d'abord. Putain, je suis à l'ouest ou c'est moi qui... Non, t'es à là l'ouest. C'est une référence obscure un petit peu. Non, attends, ils ont tous notre âge. Tu l'as mal délivré. Non, j'ai livré dans le désordre, pas le bon sens. Voilà. Tout ça pour dire qu'on se donne rendez-vous toujours à ce moment-là, et donc on espère vous voir nombreux quand même, parce que moi j'ai envie de pouvoir faire mes blagues et mes bégaiements devant de plus en plus de monde. C'est tellement bien pour la chaîne. Gênant. Oui, oui. Pour vous, moi c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon quotidien, tous ces maladies. Imaginez avec les clients, c'est horrible. Allez, bye les gens. Bisous. Tout ce que t'avais à dire? Attends, j'ai oublié quelque chose? Tiens, tu parles de bégaiement, c'est moi qui me suis gouré 12 fois dans cette émission de noms, de prénoms, de héros. Qu'est-ce que tu nous avais dit? J'ai dit Deadshot pour Bullseye. Bullseye déjà, toujours pour Bullseye. Bullseye. T'as dit Boulgi Bouja. Boulgi Boulga, ça j'ai bien dit. Ça. Glooby Boulga. Ah oui, c'est pas Goulby, c'est Glooby. Tu vois, par exemple. Glooby. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, c'est pas mal. Glooby Gloobly, Goulby Goulba. C'est dur à dire, putain. Oh, à la mexicaine. Glooby. Et du coup, on a une nouvelle livrée ou pas? Ouais, écoute, je pense qu'elle s'en sera sortie. Putain, c'est dur de parler comme ça dans le futur. Je peux pas parler comme ça. Ça porte la poisse en plus. Non, j'espère que c'est juste une entorse du pouce. Quoi? De quoi? Non, quoi? Ouais. Tu veux vraiment que je t'explique les blagues de tout à l'heure? Ouais, je veux bien, ouais. Non, mais franchement, on demande pas ça, c'est des blagues. Je m'en bats les couilles, j'ai envie de c'est comme demander l'âge d'une femme. C'est nul. T'as pas compris la blague, mais je vois pas le problème non plus avec ça. Non, tu vois pas le rapport, c'est pas tu vois le problème. Non, le problème et le rapport. Le problème, alors le problème, c'est que tu ne comprends pas les blagues au moment où je les sors et que tu poses des questions juste derrière. Et alors, tu fais des explications, mais ce sera des explications.